Hello, cette petite vidéo d'intro pour t'expliquer que j'ai eu un problème technique et de cadrage pour cet épisode-là, donc ce qui fait que j'ai un petit peu plus de retard par rapport à d'habitude. Malgré tout, j'ai quand même vraiment voulu garder cet échange parce que tu sais à quel point l'authenticité c'est hyper important pour moi, c'est quelque chose que je prône dans les échanges. Mes invités ne savent pas quelle sauce ils vont être mangés et quelles questions je vais leur poser et c'est ce qui fait tout la beauté de l'instant. Pour nous, on l'a vraiment vécu comme un moment hors du temps, c'était tellement riche, tellement inspirant, tellement humain que ça me tenait vraiment à cœur de le garder. En tout cas, on a fait tout notre possible pour améliorer la qualité du son et de la vidéo, voilà, vraiment le plus possible. En tout cas, merci beaucoup si tu as déjà regardé les épisodes avant, si tu les regardes encore aujourd'hui pour tout ton soutien. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à commenter, à nous donner un max de force. Ça nous ferait vraiment trop plaisir. Et je te souhaite un super épisode et à très vite. Et bienvenue sur le podcast Rayonnons, le podcast qui t'aide à lier bien-être et performance pour rayonner en leader. Ici, on parle de business, d'entrepreneuriat, de leadership, de dev perso, mais aussi particulièrement de kiné aujourd'hui. Oui, de kiné. Non pas le thérapeute que tu vas aller voir dans ton cabinet, mais je parle bien du kiné, de ta posture commerciale, puisque je suis avec Philippe Gignotin, l'expert en pitch de vente, notamment. Mais tu vas te présenter sûrement mieux que ce que je le fais moi. Déjà, bienvenue à toi. Merci Ludivine. Dans ce, je sais même pas lequel ce sera d'épisode, mais dans ce podcast de Rayonnons, pour la petite, pour le contexte, nous on s'est rencontrés via LinkedIn. Ouais. J'avais publié un post, t'avais répondu en commentaire. C'était le moment où je passais en société. Alors, tu te rappelles Je me rappelle très bien, ouais, je me rappelle. La robe à Marrakech. En fait, à ce moment-là, j'avais attrapé le bouquet, donc j'étais trop contente. Et j'avais publié ce post-là pour la Saint-Valentin particulièrement parce que j'ai fait ce choix entrepreneurial par amour. C'était tout le message qu'il y avait derrière, et donc notamment de passion, qui sera peut-être un sujet qu'on évoquera aujourd'hui. J'adore ça. Tatouage ici sur la passion. Voilà, ça commence. Et parce qu'en fait, à chaque podcast, je demande toujours aussi un sujet que la personne adore aborder. Et toi, le sujet dont tu m'as parlé, c'est celui de la passion. Donc, peut-être qu'on y reviendra. Ok. Ouais. Bien joué. C'est qui peut sachez que tu étais plutôt au courant. C'était subtil. Faut gérer. Et donc, on s'est rencontrés comme ça et on a continué à vlogger, notamment sur WhatsApp. Putain. Me pique pas mon concept, c'est moi qui vlog. C'est ça. Tu es mon vlogueur préféré. C'est gentil, merci. Et c'est sincère. Tu vas croire que je fais des vlogs alors que je fais pas du tout des vlogs. C'est ça. Tu disais tout à l'heure, juste avant qu'on démarre, qu'on va parler de tout sauf de ton expertise. Alors, les vlogs, Philippe. Ça me va, tout me va, ouais, tu sais, j'ai peur de rien. Non, mais alors justement, on va quand même parler un petit peu de ton parcours pour apprendre à te connaître, pour vraiment poser les bases. Ouais. Toi, t'as vraiment un parcours de sales, hein. T'as été chez Babylou, t'as été chez Iconoclast, puis ensuite tu es devenu solopreneur. Justement, comment ça s'est fait tout ça? Alors, déjà j'avais dit que je commencerais en disant salut Divine. C'est vrai. Donc je commence comme ça. C'est une super intro. Je m'attendais pas, je l'ai pas vu venir le coup du kiné de la vente là. Donc j'oublie parfois que j'ai écrit ça aussi, alors que je le mets vachement en avant. Comme ce stéthoscope. Exactement. Ouais, je pense que. Qui marche vraiment. Il est un vrai. Préparé. Oui, c'est un vrai. Ça, on a testé. Très bon rythme cardiaque. Ouais, en toute détente. On est très bien chez. Ça aurait pu être un nom de podcast, ça. En toute détente. Ouais. De toute façon, il y a plein de choses à chaque fois qu'on discute qui pourraient être des bons noms de podcast. Donc, même un bon podcast, ça pourrait être un bon podcast. Tu vois. Et donc, pour répondre à ta question, comment j'en suis arrivé là? C'est ça? Comment j'en suis arrivé parcours, à la vente? En fait, pour l'anecdote, je voulais être pédiatre à la base. Je voulais être médecin pour enfants. Voilà. Et la boucle est bouclée, on va dire, pas totalement, mais en tout cas avec le symbole du stéthoscope, je suis content. J'ai fait des études de médecine. Je vais rapidement raconter ma life, mais je vais pas faire ma vie mon œuvre. J'ai fait des études de médecine en sortant du bac, et j'avais vraiment cette seule idée-là en tête. Tu vois, c'était très poussé aussi par une mère infirmière et un père qui voulait que je fasse des études vraiment dites complexes pour lui à l'époque, à savoir vraiment pousser. Et je me suis investi vraiment sérieusement dans les études de médecine. Je pense qu'à l'époque, il devait y avoir une part de moi qui comprenait ou qui savait déjà que c'était pas fait pour moi parce que j'étais très impliqué, mais je sais pas, il me manquait un truc et je l'ai pas eu de peu.
Ceux qui nous écoutent et qui connaissent, on dit un numerus clausus quand tu passes les concours de médecine, et j'étais pas loin de rentrer dans ce numerus clausus. Et du coup, j'étais complètement perdu. Après, je savais pas ce que j'allais faire quand j'ai... Toi, t'étais sûr de vouloir... Ouais, j'étais sûr que je voulais pas forcément faire un long parcours d'études de médecine ou rentrer dans des études aussi longues et complexes, mais je savais que je voulais, alors pas spécialement des enfants, mais je savais que je voulais m'occuper des gens. Tu vois, j'avais un truc en moi où je savais que je voulais apporter quelque chose, une sorte de soin, tu vois, une sorte de choses que je partage et qui amènent... on pourrait croire que je fais un parallèle anticipé avec le métier que je fais aujourd'hui, mais au fond, je savais que je voulais faire un truc pour les autres. Et à cette époque-là, comme mes premiers jobs, c'était nounou et je gardais des enfants et que j'ai toujours eu une proximité aussi avec les enfants, l'envie de les garder, l'envie d'en avoir, etc. Et ben, je me suis dit, tiens, ça pourrait être chouette pédiatre. Et tu sais, dans ces âges-là, t'es mal orienté, t'es mal dirigé, je savais pas trop ce que je voulais faire et je m'étais dit, bon, bah, ça paraît être un choix logique, quoi. Et je loupe. À ce moment-là, je sais absolument pas ce que je peux faire. Donc, je pars par défaut en fac d'éco-gestion. D'accord. Et je me dis, bon, bah, le temps de passer cette licence, ça me laissera la réflexion pour choisir une voie. Et c'est vrai que contrairement à plein de personnes qui sont des sales reconnus, des top performers, des choses comme ça, c'est vrai que j'ai souvent entendu ces profils-là dire, ouais, moi, j'ai toujours eu la fibre commerciale. J'ai toujours su que j'allais être comme ça. Je vendais déjà des trucs dans la cour d'école et tout. Et je les critique absolument pas, hein. Et c'est vrai que je m'étais jamais fait cette remarque, tu vois. Que j'avais cette espèce de d'aisance sociale, de facilité à m'exprimer, etc. Et qu'en fait, c'est vrai que j'arrivais aussi à être convaincant, tu vois. On me le disait plus jeune, mais j'en avais pas conscience au point de me dire, tiens, je vais faire une carrière commerciale. Et perdu dans ce flot de la licence d'éco-gestion, à un moment, je m'interroge sur ce que je vais faire et j'ai plein de potes qui me disent, mais mec, mais tu devrais être commercial. Enfin, ils disaient ça en soirée quand je parlais, tu vois. Ils disaient, mais mec, mais tu devrais vendre des trucs, toi. Enfin, déjà, ta voix, elle donne envie de t'écouter. En plus de ça, t'es hyper convaincant, t'es habité par ce que tu dis. Et je suis, ouais, tiens, c'est marrant, j'avais jamais pensé à ça. Donc, je passe les concours des écoles de commerce, je fais mon petit tour de France, passe plein d'euros. Là, je fais un accéléré. J'arrive à Rennes. Je fais une école de commerce qui m'a appris à faire la fête avec mes potes. Et c'est clair. Et qui m'a rien appris de concret, vraiment. Je suis ressorti de là hyper heureux et terriblement frustré à la fois. Ouais. Et aussi endetté, qu'on se le dise. Ouais, c'est clair. Parce que j'avais fait un crédit étudiant. Et je suis C'était 30 000 aussi, l'école de commerce? Bah non, écoute, moi c'était 8 000 € l'année, donc 2 ans, puis je suis arrivé directement en deuxième année, 16 000 €. Okay. Plus un petit surplus qu'on arrondit à 20, parce qu'il fallait bien vivre à côté, etc. Et donc me voilà sorti d'école avec un foie abîmé, quelques kilos en plus, une deuxième famille, mais pas de compétences techniques. Et là je me dis, vas-y, mais moi je veux apprendre sur le terrain. Tu vois, j'ai toujours... j'ai été éduqué comme ça, tu vois. Mes parents, ils m'ont dit, bon, bah c'est en pratiquant qu'on apprend. Et du coup, je suis reparti de zéro. Et après, je suis allé servir le café et plier des fringues dans le showroom Ralph Lauren de la Madeleine pour avoir un loyer, pour me payer pour avoir un salaire pour me payer mon loyer en attendant de trouver un job. Et de fil en aiguille, à force d'ouvrir ma bouche et de me faire remarquer, on m'a pris en commercial là-bas. Et du coup, je me suis retrouvé dans cette voie que à ce moment-là, j'ai trouvé tout à fait naturel pour moi parce que je me disais, mais en fait, c'est super. C'est du contact humain, c'est de l'écoute, c'est du challenge. C'était beaucoup se déplacer. Alors aujourd'hui, ça me fatigue de me déplacer autant, mais à l'époque, j'avais envie. Voilà, c'était une longue réponse pour te dire comment j'en suis arrivé là. Et est-ce que tu estimes que justement d'être devenu commercial, ou en tout cas de t'être orienté dans la vente, ça t'a permis de te découvrir autrement? Totalement. Ouais. T'as découvert quoi de toi? Que j'en avais absolument strictement rien à faire du regard des autres. Là où c'était pas du tout le cas avant. En fait, quand en grandissant, je voulais vraiment être aimé de tout le monde. Tu vois. Et du coup, pour m'aimer moi, je voulais que plein de gens m'aiment. Et je supportais pas qu'on m'aime pas. Et j'aimais pas que les gens soient pas en train de rire ou contents ou détendus en ma présence. Donc j'ai toujours été un peu en mode showman, à faire des blagues, à être très à l'aise, etc. Et à répandre des good vibes, parce que tu dis finalement, si tu répands toute cette positivité, le rire, etc., c'est une façon, comment dire, à ce que la personne adhère et finalement que tu te sentes plus aimé. Exactement. Et en fait, c'est genre dans la psychologie. Non mais c'est ça, mais il y a un truc comme ça parce qu'en fait, tu vois, mon père
détesté une phrase que je sortais quand j'étais plus jeune, quand j'étais à table, à la maison, des trucs comme ça. Je faisais le guignol, je faisais des blagues tout le temps. Et je disais, ah mais ça va, c'est pour détendre l'atmosphère. Et il aimait pas que je dise ça, parce qu'il disait, mais l'atmosphère n'est pas tendue. Oui. C'est toi qui crois qu'elle est tendue, et du coup, t'en fais des caisses, et nous, on peut même plus s'exprimer. Et en fait, je fais le parallèle avec la vente, parce que c'était en train de me rendre pas assez à l'écoute. Tu vois, d'être comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, je partais du principe qu'il fallait être tout le temps dans la rigolade, dans la bonne ambiance, dans la détente. Et du coup, j'en posais plus de questions. Tu vois, peut-être que t'as pas envie. Quelqu'un débarque et fasse tout le temps ça, tu vois. Et j'ai un de mes meilleurs amis, Pierre, s'il écoute ce podcast, tu lui fais une dédicace, qui m'a sorti une phrase incroyable en école de commerce. Salut Pierre. En école, il m'a sorti cette phrase de dingue, il allait pas très bien. Et j'étais en train de l'écouter, je lui posais des questions, et il me dit, ouais mec, c'est vraiment très difficile d'être ton ami. Et je lui dis, ah ouais, pourquoi? C'est pas sympa, je suis en train de t'écouter et tout. Ben ouais, mais c'est un peu de ça. Il me dit, t'es toujours là à essayer de réconforter les autres, à les écouter, à vouloir leur apporter une épaule sur laquelle se reposer, etc. Mais toi, tu parles pas de toi. Tu vois. Et on te pose des questions et tu esquives, tu dérives et tout. Et je me suis dit, si les prospects ou les clients avec lesquels je travaille, je leur pose des questions et qu'ils répondent pas vraiment à la question, alors que moi j'ai besoin de la réponse, tu vois. S'ils faisaient comme moi, en fait, bah je m'en sortirais pas. Donc en fait, ça m'a appris aussi mon métier en évoluant comme ça avec mes amis, mes clients, mes prospects et les gens qui m'entourent, à être 100% moi, à faire fi du regard des autres, pas faire de suppositions, pas prendre les choses personnellement. Je suis en train de citer. Exactement. Je les cite à chaque fois que je vais dans un podcast parce que c'est hyper important selon moi, ne serait-ce que de les connaître. Et tu remarques bien, je fais attention aux mots que j'emploie. Je dis pas il faut que vous écoutiez les accords Toltec, vous les lisiez. C'est important selon moi de les connaître parce qu'ils font du bien. C'est lequel ton préféré? Ne pas prendre les choses personnellement, sans hésiter. C'est quelque chose que t'as beaucoup fait auparavant? Ouais, j'étais susceptible quand j'étais plus jeune. Je prenais tout pour moi, même quand ça me concernait pas. Et aujourd'hui, en fait, je suis dans l'acceptation totale. C'est-à-dire que je pense sincèrement que on gagnerait tous et toutes à être totalement à l'écoute sans essayer de prendre les choses personnellement, sans se dire tiens, si il ou elle dit ça, c'est que c'est sûrement qu'il pense ça et que c'est moi qui ai dit un truc de travers. Non, c'est dans la pleine écoute totale et relâchée. Tu vois, genre exprime-toi. Ça sort de ta bouche, ça veut pas dire que ça doit rebondir sur moi, tu vois. Carrément. Et ça, dans la vente, c'est un truc que j'essaie de vachement mettre en avant, tu vois. Bah, c'est clair. Je trouve qu'en plus de ça, dans la vente particulièrement, c'est une arme parce que le fait de pas prendre les choses personnellement, ça te permet de rebondir de façon beaucoup plus objective par rapport à ce qui se passe. Totalement. Et ouais. Et du coup, finalement, ça apporte aussi pas mal de légèreté, d'accueil et d'ouverture. Et je pense que tout ça, mine de rien, ça se ressent. Et particulièrement dans une relation, comme la vente, en fait, où t'es vraiment dans une relation directe avec la personne, quoi. Et tu sais que je t'entends dire ça, je suis totalement d'accord avec toi. Je te vois porter mon stéthoscope qui est mon totem pour rigoler sur la vente. Mais en fait, je pourrais passer des heures à décrire pourquoi j'ai fait ce choix-là. Ce que tu viens de me dire là, le stéthoscope est aussi un bon exemple de ça. Quand t'écoutes le cœur de quelqu'un, je sais pas si des gens ont déjà essayé de porter un stéthoscope, ça te met dans une bulle de silence totale. Ouais. T'entends plus rien. Comme tu mets le coquillage dans l'oreille. Exactement. Et du coup, t'es pas parasité. Ouais. Parce qu'il y a autour, t'es pleinement focus sur le cœur de la personne. Et ben, dans la vente, dans l'écoute, c'est pareil. Si t'es déjà en train de penser à ce que toi ça te fait, ce que la personne dit, si t'es plus dans le jugement de goût et pas dans le jugement de valeur, tu vois. En fait, c'est ça. C'est que tu restes dans ton monde. Et c'est ça, je trouve que dans toute l'histoire que tu racontais de par tes expériences, justement, c'est que il y avait ce côté où tu restais dans ta bulle quand tu disais oui, je fais ça pour détendre l'atmosphère. Et que ton père il te disait non, mais en fait l'atmosphère n'est pas tendue. Yeah. Parce que en fait toi tu étais tellement dans ta bulle et dans ton monde que tu te fais des films en fait, moi je pense que l'ouverture du cœur, d'esprit, vraiment de manière générale, c'est quand tu connectes à la fois avec ton monde mais aussi avec celui de l'autre. Totalement. Et je trouve que c'est ça en fait, c'est d'élargir cette bulle
non pas à tout le monde et à n'importe qui, mais en tout cas avec la personne avec qui t'es en échange. Donc là, typiquement. C'est marrant que tu fasses ce parallèle de la bulle parce que tu viens de me faire penser à un ami d'amis que j'avais croisé dans ma vie qui m'avait touché avec cette formulation-là. Il avait dit, on était en soirée, on discutait, puis on se parlait de très près. Et il m'avait regardé, il m'avait dit, tu sais, je laisse pas beaucoup de monde rentrer dans ma bulle. Ouais. Comme ça. Mais en fait, lui, il parlait d'un truc physique. Il parlait, là, je te parle de ma bulle, vraiment, mon espace. Oui. Et il m'a dit, on était en train de parler, il m'a dit, je viens de réaliser qu'on se parlait de si près. Et en général, je laisse personne arriver aussi près. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui fait la différence, là, cette fois? Il m'a dit, je sais pas, je me suis pas rendu compte. C'est Donc, du fini, c'est de l'énergie. C'est du fini, puis tu dirais. Allez! C'est la première du podcast. Attendez-vous à une longue série de blagues. Roman, on t'avait prévenu. Il va y avoir des blagues. C'est clair. Non, mais c'est hyper intéressant en tout cas, et comme quoi, bon, voilà, on est vraiment rentré directement dans le sujet, ce qui est très fidèle à nous-mêmes. Ouais, grave, carrément. Je n'avais pas d'inquiétude. Hein. Oui, quant à la fluidité de l'échange, c'est le mot ça. Et c'est rigolo parce que tu parlais du stéthoscope et qu'il y a finalement encore plus de symbolique que de premier abord en fait, vraiment, parce que de par tes anciennes études de hors médecine, tu voulais être pédiatre, etc. Enfin, tu vois, il y a plein de... Finalement, c'est limite sentimental ce stéthoscope en fait. Il y a, j'allais dire pas plein, mais il y a quand même pas mal de personnes qui, que ce soit verbalement ou en commentaire, m'ont fait des retours inutiles, on comprend pas pourquoi t'as ça, tu te donnes un genre, etc. Tu vois. Et en fait, on en revient à ce que je te disais un peu plus tôt, de ne pas accorder d'importance à ce que les autres pensent. Moi, je sais ce qu'ils représentent et ça me suffit, tu vois. Et je te rejoins totalement. En fait, si je raconte pas des choses comme ça ou que je le partage pas ou qu'on me demande pas, les gens ne peuvent pas savoir ne serait-ce que plus de 10% de pourquoi j'ai fait ce choix-là, tu vois. Ouais. Qui représente tellement de choses. Et je te dis, il y a encore plein d'autres trucs cachés. C'est un peu comme les petits easter eggs dans les films. Tu regardes sur Allociné les faits que vous ne saviez pas sur Inception. Est-ce que là, c'était ta voix de podcast? C'était ma voix de podcast. Ça, est-ce que tu as une voix de podcast? Oui, je sais, on a déjà dit ça. Des podcasts de radio ou d'acteurs porno, on m'a dit. Bon. Ouais. Tout ça en même temps? Alors, pas tout en même temps, mais je te dis les 3 trucs que j'ai le plus entendu. Ok. Ouais. Et le dernier, qui est pas forcément un truc que tu dis dans un podcast, mais c'est pas grave, on est transparent. La dernière personne qui m'a dit, c'est une boulangère. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'elle était nîmoise? Non. Ok. Non. Parce qu'on est à Nîmes, là, quand même. C'était à Paris. Mais alors, je sais plus où, mais ça m'avait fait beaucoup rire. Ça est en train de devenir n'importe quoi. Ça dérive, Okay. ça dérape, voilà. Ok. Non, bah, parce que c'est vrai que, comme là, t'es à Nîmes, je me suis dit que la dernière fois, ça aurait pu être quelques minutes auparavant, et puis là, non. je suis allée voir cette boulangère, je disais, mais, madame, quelle est votre référence? Les Nîmois sont très polis et accueillants et absolument pas cavaliers. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, toi, t'as jamais pensé à venir vivre ici, ou du moins dans le sud, au soleil? Alors, si. Alors, ici, non. Pourquoi? Je vais te dire, en plus, ça va te faire marrer, on en a jamais parlé. La seule et unique fois où je me suis vraiment arrêté plus de 30 minutes le temps d'un changement de train à Nîmes, je revenais... en fait, j'ai des très bons amis à Véronée. Ok. Donc, je vais assez souvent à Rodez. Et je revenais de Rodez, et je sais plus pourquoi, j'avais dû m'arrêter, mais genre 2 heures, 3 heures à Nîmes. Et j'étais sorti de la gare pour aller me balader et c'est faire un tour horrible. Ah ouais, horrible. J'ai vu un gars se faire agresser, j'ai vu vraiment des trucs hyper violents. Et alors c'est idiot ce que je vais dire, mais ça m'a, au-delà de pas du tout donner envie de venir ici, je me suis dit, bon, jamais de la vie je viendrai là, c'est la pire ville de France et tout. Machin. Une fois j'ai fait un a priori horrible. Et au final, je l'ai traversé tout à l'heure à pied pour te rejoindre ici, et c'est très bien. Donc, mais quand même, je viendrai pas vivre à Nîmes. Non, le sud. C'est pas l'intention du podcast, je te rassure. Ouais, c'est clair. Non, mais les gars, si vous passez dans le podcast de Ludivine, sachez que c'est pour vous faire venir vivre ici. Voilà, il y a un manque de densité de population à Nîmes, donc installez-vous. Le prix du loyer est bas. Non, mais non, le sud m'attire. Ouais. Coworking en fait. C'est vrai. Travaillez ici. Grosse coloc d'entrepreneurs. Ça, on m'a déjà posé aussi. Ça pourrait être marrant. Ouais, c'est moi qui te l'ai proposé. Ouais, mais c'était la blague. Et ouais, non, le sud m'attire. Ma mère est corse. Mon père vient de Nice.
Enfin, il vient pas de Nice, c'est Orléans, mais ses parents étaient à Nice. Et là, pour l'instant, écoute, je suis bien à Paris, mais je sais qu'un jour, je ferai ma vie, je l'espère, en tout cas, je me le souhaite, plus vers le sud. Ok. Et j'aimerais rebondir justement sur le stéthoscope. J'aime bien l'image du fait que un stéthoscope, pardon, ça sert à quoi? Ça sert finalement à écouter les battements du cœur, donc d'une personne. J'aimerais justement, comme tu as appris aussi à écouter, et c'est important en fait pour moi, tu écoutes très bien les autres à partir du moment où tu sais très bien t'écouter aussi. C'est toujours l'effet un peu boomerang qui est, tu sais, on dit souvent, tu peux prendre soin des autres quand tu sais prendre soin de toi, tu sais écouter les autres quand tu sais t'écouter toi. Et justement, toi, à partir de quand t'as commencé à vraiment écouter ton cœur? Waouh. Ouais, alors c'est là la question, elle est bien. Merci. C'est du full spontané. Ah, mais c'est vrai. Waouh. Elle nécessite un petit temps de réflexion parce que attends, je veux quand même l'absorber pleinement. On revient dedans. Là, on est vraiment en train de rayonner, quoi. Quand est-ce que j'ai commencé à vraiment écouter mon cœur? Écoute, c'est marrant comme soit dans deux phrases. En fait, j'ai la sensation, dans ce que j'ai envie de répondre, que je me suis toujours écouté. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Et il y a quand même eu un tournant. Enfin, le truc naturel qui me vient, c'est vraiment... certains vont dire que je cite toujours ma mère dans les podcasts, mais c'est un pilier tellement fort de ma vie. Mon grand-père corse était un modèle pour moi. Tu vois, vraiment. C'est un modèle. Physiquement, je le trouvais terriblement charismatique, très beau, très drôle, très gentil. Il dégageait quelque chose de rayonnant. Tu vois, vraiment, c'est pas pour faire la blague et le parallèle avec ton podcast, mais il avait une aura. Vraiment, quand on me dit aujourd'hui que je rappelle l'aura de mon grand-père, c'est un énorme compliment pour moi. Tu vois, entrer dans une pièce, il était présent. Et en fait, je voyais rien de négatif à dire sur lui, tu vois. Et en fait, j'avais le regard d'un enfant face à son grand-père. Et en fait, il avait aussi des traits de personnalité que j'ai compris qu'après, très dur, très difficile, très à l'ancienne, un Corse qui a grandi dans le début des années 1900, tu vois, en Corse, avec peu de choses. Et du coup, il était très dur, mais je voyais pas sa dureté, tu vois, elle était cachée. Et du coup, en fait, je ne voyais pas, sans rentrer dans les détails de ma famille, mais le mal qu'il pouvait faire envers ma maman, par exemple, tu vois, parce qu'il était Corse, il est très S'affirmer, quoi. affirmé, il est très macho, masculin, tu vois, lui, il préfère avoir un fils et pas une fille. Enfin, il était fan de moi parce que je suis son petit-fils, tu vois. Ouais. Ma sœur, lui, il avait pas le même regard dessus. Et en fait, quand il nous a quittés, ça a été une terrible tristesse pour moi, vraiment quelque chose de la première fois que j'étais confronté à la mort. Et puis en plus de ça, je perdais un repère, tu vois. Et en fait, alors c'est très particulier ce que je vais dire, tu vas comprendre où je veux en venir, mais j'ai vu ma mère aller mal puis aller mieux, tu vois. Et je l'ai vue devenir vraiment l'impression de ce qu'elle était réellement, à savoir un peu libérée, tu vois, de quelque chose. Et elle a commencé à s'autoriser des choses que je trouvais qu'elle s'autorisait pas avant. Mais encore une fois, c'est un point de vue totalement personnel, hein. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, mais attends, mais moi, je veux être dans le même état que les mamans, là, sans devoir perdre quelqu'un. C'est-à-dire, je me rappelle très bien m'être dit ça en partant de la fac, en partant de Nancy, parce que ça s'est passé quand j'étais en médecine. Et quand j'ai quitté Nancy pour aller à Rennes, je m'en rappelle, j'avais 7 heures de route et j'avais ma camionnette que j'avais louée pour prendre toutes mes affaires et mes meubles pour aller emménager dans mon appart à Rennes. Et je me rappelle sur la route me dire, nouvelle vie, nouvelle rencontre, nouvelle ville, nouveau cursus, je vais être moi, mais alors moi, 1000%, tu vois. Et je vais m'écouter dès que je vais avoir envie de faire un truc et tout. Et en fait, dis-toi que j'avais un petit gris-gris, un petit totem avant, un truc que j'aimais bien trimballer. C'est une pièce de choix. Okay. Tu vois, une pièce où il y a un côté yes, un côté no. Et quand j'avais envie de faire un truc, je la tirais comme ça. Et je l'ai dégagé, j'ai fait maintenant, je m'écouterai. Ouais, c'est vrai, ça sera en mode, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Voilà. Mais en étant fidèle à mes valeurs, en respectant les autres, etc. C'est comme si t'étais devenu maître de tes décisions, maître de ta vie, de dire, bon allez, maintenant, j'apprends
c'est moi qui décide, c'est moi, je m'écoute. Et en Ouais, fait, au voilà, fond c'est de ça. moi, finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu une part aussi de lâcher prise par rapport à ce que tu pouvais dégager? Mais totalement. Tu sais que j'étais pas 100% heureux dans le groupe d'amis que j'avais à Nancy et je me sentais pas totalement moi. Là où quand je suis arrivé à Rennes, j'ai eu l'impression de vivre une espèce de reboot. Et enfin, je le dis en toute humilité, hein, mais j'ai rayonné à ce moment-là. J'ai eu énormément de responsabilités j'étais le cliché du connard en école de commerce qui est partout. Tu vois. Dans les assos, on voit sa gueule sur scène tout le temps, qui est très impliqué, j'organisais des trucs, j'étais filmé, etc. Mais j'étais moi, tu vois. Et tu vois, ça m'a fait encore plus me rendre compte à cette époque-là que j'étais fait pour faire des choses comme ça, tu vois. Pour aller parler aux gens, pour créer du contenu, pour vendre des choses, mais pour écouter. Et je me suis dit, ouais, ça y est, là, c'est bon, je m'écoute totalement, quoi. Est-ce que tu penses que l'écoute de soi contribue au fait de rayonner? Hmm. Je dirais, que dans ma perception des choses, comme j'entends ta question, je dirais que c'est plus subtil que ça. Je dirais que l'écoute et l'acceptation de soi Ouais. amènent à une forme de paix, d'accord? Sa paix à soi, intérieure, qui fait qu'on rayonne. Moi, je le vois aujourd'hui, les personnes dans mon entourage que je trouve qui rayonnent le plus sont des personnes qui sont en paix avec plein de choses, qui ont arrêté de se battre contre certains démons et qui sont ceux qui m'écoutent et qui me connaissent se reconnaîtront, je le sais très bien. Et je sais qu'ils vont kiffer ce que je dis. Parce que je les trouve beaux maintenant. Enfin, je les ai toujours trouvés beaux, tu vois, mais je trouve que la relâche intérieure, la paix, le positivisme attire. Donc, ce qui rayonne attire. Le soleil, quand il t'a manqué tout l'hiver, il t'attire. Ah ouais. Tu vois. C'est Eh clair. ben, la manière dont je perçois l'usage que tu fais du mot rayonner pour un humain, c'est vraiment genre t'as envie d'aller prendre sa chaleur et d'en profiter, d'être à sa proximité, tu vois. Mais je pense que l'écoute de soi amène à l'acceptation de plein de choses, au calme, au rythme cardiaque qui descend, donc stéthoscope, et justement à ce côté je rayonne. Et tu disais justement que là, tu te sentais rayonner. En tout cas, l'expérience là dont tu parlais de ce moment-là. Euh, pour toi, tu parlais de ressenti aussi à côté de ça, de se sentir en paix, apaisé, etc. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on rayonne? Enfin, c'est quoi ta définition pour toi ou ta vision sur ce sujet-là? Je pense d'expérience, et c'est purement personnel ce que je vais dire, C'est le but. euh, c'est difficile de s'en rendre compte totalement par soi-même parce que ça m'est arrivé de me convaincre de plein de choses et que c'était pas vrai. Et en fait, l'entourage est hyper précieux pour ça. Je dis souvent que j'ai la chance d'être super bien entouré et je me contredis moi-même intérieurement où je me dis j'ai créé cet entourage. Donc c'est pas une chance, je l'ai provoqué. J'ai la chance d'avoir croisé ces gens et j'ai réussi à les garder proches de moi, tu vois. Ces personnes-là, c'est elles qui te disent si tu rayonnes ou pas, et elles te le disent d'une manière comme on a pu me le dire à moi, par exemple, tu vois, il y a une période en off, là, dont on commençait à parler tout à l'heure, là, il m'est arrivé une petite galère, il y a une grosse galère, même il y a 3 ans, tu vois. J'ai quelqu'un que je connais qui m'a dit, t'as perdu ta lumière, Philippe. Tu vois. Cette phrase, c'était pas un reproche, hein, c'était un constat. C'est dur à tu vois. entendre. Ouais, c'est dur. Et en fait, je m'en étais pas rendu compte à ce point-là. Et je trouve ça génial que cette personne m'ait dit ça, toi. En plus, l'image est belle, t'as perdu ta lumière, c'est ça qui te fait rayonner, tu vois. Et je me suis dit, ok, d'accord, donc là, effectivement, il y a un travail à faire. Je me convainc que ça va, je retiens plein de choses, je freine plein de choses, je les enferme. Il faut pas. Et tu vois, je trouve que c'est complètement normal de vivre des choses comme ça et de parfois d'éteindre sa lumière. Parce que c'est exactement comme l'exemple que tu donnais avec le soleil que tu attends et qui revient et qui est attirant et que tu désires à ce moment-là. C'est que s'il était tout le temps là aussi, on se rendrait pas autant compte de la lumière qu'il dégage, de l'impact qu'il a, de toute l'énergie en fait que ça nous procure, etc., etc. Dans tout ce que je dis, il y a des choses beaucoup plus subtiles derrière pour ceux qui les entendront. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, on le dit, enfin, de toute façon, l'ombre n'existerait pas sans la lumière. Et c'est aussi dans le déséquilibre qu'on trouve notre équilibre et dans le fait d'être parfois éteint qu'on se rend compte
qu'on rayonne et qu'on reprend de cette lumière. Et pour moi, en fait, je trouve qu'il y a un discours sur ça qui est très controversé, c'est que on dit que rayonner, tu vois, c'est que de la lumière. Mais pour moi, rayonner, c'est parce que avant, t'as embrassé aussi ton obscurité, toute ta noirceur, tes failles, tes blessures. Et tu parlais d'acceptation de soi, notamment par rapport quand on avait fait le lien d'écoute de soi et d'acceptation de soi, tu parlais. Et en fait, je pense que c'est ça. Rayonner, je pense que c'est s'accepter pleinement dans ses failles, dans ses blessures, mais comme aussi dans forcément ses forces, ses valeurs, tout ce qui est lumineux forcément. Mais si tu acceptes pas et si tu accueilles pas ton obscurité avant et ce qui te fait que t'as pu t'éteindre à certains temps, tu peux pas réellement rayonner. Je pense que tu sais, c'est un peu l'effet trampoline où tu sais, plus tu vas sauter fort, plus tu vas t'enfoncer dans le trampoline et plus tu vas sauter haut. Ouais, c'est une belle image, ouais. Et moi, je pense que c'est ça, tu vois. On m'a toujours dit, moi, que je rayonnais, que j'étais solaire, etc. Mais j'ai bien morflé aussi dans ma vie, tu vois. Et je pense que même si ce côté très solaire, il est très naturel chez moi, déjà, comme tout le monde, tu vois, j'ai des moments de down et de putain de down, tu vois, vraiment, vraiment. Par contre, c'est ce que je disais notamment dans le podcast avec Enzo, c'est que en général, je vis tellement ces moments forts que ça passe très vite aussi, tu vois. C'est là où on peut avoir un mécanisme, je pense, en commun. Et ça, voilà. Et en fait, c'est le fait de tout vivre. Tu vois, il y a cette psychologie ultra positive parfois, de dire oui, il faut aller bien, voir le positif, Exactement, c'est ça que j'étais en train de penser. etc. Non, mais non. À un moment donné, va mal en fait. Vis ta douleur, vis ta souffrance. C'est exactement le souci, toute proportion gardée, hein, que j'ai avec les réseaux en termes dans le sens général, vraiment de manière générale, le côté cette espèce d'image sociale que faut être fort, que tout va tout le temps bien, qu'on montre que le meilleur, qu'on montre que quand on est le plus beau. Tu vois, nous on est des entrepreneurs, notre réseau de prédilection c'est LinkedIn, et c'est vrai que tout le monde, je sais que c'est un débat qui a déjà eu lieu des millions de fois et qu'on pourrait en reparler des heures. C'est vrai qu'il y a ce côté, tout le monde réussit, tout le monde partage ses chiffres, tout le monde est tout beau, avec mon client ça se passe bien. Enzo est un génie avant l'heure, et le frérot, je l'embrasse s'il nous entend, il a abordé le sujet de l'échec bien avant tout le monde, et c'est une réalité. Et en fait, quand tu dis qu'aujourd'hui les gens te disent que tu rayonnes et que c'est quelque chose de naturel chez toi et tout, je trouve que tu as aussi beaucoup de facilité et sans honte à aborder le fait que tu as souffert, que t'as sombré, que tu as été mal, etc. Et en fait, verbaliser les choses et pas avoir peur de les dire, c'est ça aussi qui fait que tu rayonnes. Tu penses, ouais. Moi, je sais pas si c'est le fait de verbaliser forcément les choses. Je pense que c'est plus une question de ressenti et le fait de pas forcer, tu vois, et de pas fake. Je pense que c'est plus ça, le fait que ça soit très naturel, très authentique, de rester soi, C'est dur, hein. et pas que de jouer ce masque positif, lumineux, etc. Chose que j'ai pu faire pendant des années. Oh, que tu n'es pas seul. Ce masque, tu veux dire? Fais voir. Est-ce qu'on voit la caméra là? Pas si on le voit, mais là, tu vois, ouais. il sourit et il est triste en même temps. C'est comme les masques de Venise, hein. Ouais, c'est un peu ça, les masques vénitiens, mais là, c'est vraiment, je l'ai fait la dualité en mode, quand tu souris, en fait, tu pleures, et quand tu pleures, finalement, en fait, c'est peut-être des larmes de joie, tu vois. Bon, c'est jamais vraiment. Et Tu le portes encore ce masque aujourd'hui, toi? Parfois? ça m'arrive, ouais. Je pense que c'est difficile de s'en débarrasser totalement, parce que parfois, je ressens aussi le besoin de prendre sur moi pour me concentrer plus sur d'autres choses, Ouais. tu vois. Ouais. Parfois, c'est pas moi le sujet. Donc je mets le masque pour cacher le temps d'un instant et me concentrer plus sur la personne à ce moment-là. Après, je tente de plus en plus de quand même partager 100% de ce que je ressens. Tu vois, j'ai encore eu l'exemple très récemment avec un couple d'amis là qui viennent d'être parents depuis 2 jours. Et, félicitations à eux. ouais, c'est grave. Oui, Sally, félicitations à vous pour la petite Ella. Tu vois, j'adore donner des exemples de vie, tu vois, pour qu'on comprenne mon propos. Et donc, pourquoi je donne cet exemple détaillé? Parce que elle m'annonce avec une photo en me disant voilà, elle est là, enfin, c'est plein d'amour, tonton Phil, elle va le rencontrer, etc. Et j'espère que toi ça va. Et ben, je réponds à son message plein de joie et avec tout le bonheur que ça peut me procurer, qui est une vérité, tu vois. Et le deuxième message, ça me tenait à cœur et c'était important pour moi de lui dire la vérité.
Le deuxième message, c'est j'espère que toi ça va bien. Écoute en toute transparence, pas totalement. Il y a plein de choses que je subis en ce moment qui font que j'ai une charge mentale très élevée. Je ressens le besoin de partir, etc. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je pars là dans 2 semaines en Afrique du Sud. Et tu vois, c'est important pour moi, comme c'est une amie très proche et je l'aime énormément, de lui dire la vérité et pas de passer à côté de ce message. Tu vois, j'espère que tu vas bien. Ouais. Bah, ce serait lui mentir. Carrément. On parlait tout à l'heure du fait qu'il faut pas mentir. Oui, qu'il faut pas. Et tu vois, c'est pas pour autant, c'est pas un appel au secours ou à l'aide de ma part. C'est une vérité. Écoute, tu espères que je vais bien. Je te réponds pas totalement. Oui, c'est ça. C'est une transparence en fait. C'est tu poses une question. Moi, je pars toujours. Il y a un truc que j'ai souvent dit à mon entourage très proche. C'est en général quand tu poses une question, faut se préparer à une réponse sincère. Ah, et c'est génial, ça t'as raison. En fait, il y a des personnes où je sens que parfois ils veulent pas une réponse sincère. Et je leur dis, est-ce que tu poses la question par politesse ou tu veux vraiment la réponse sincère? Ah, ça, t'imagines même pas le nombre de fois où j'ai cité cet exemple en coaching en disant le fameux ça va quand tu croises quelqu'un dans la machine à café et que tu réponds bah ça va pas. Ouais, bon, en même temps. Après, des personnes que tu connais pas trop, Non, mais ça peut être des gens que tu fréquentes tous les jours Ouais, depuis des années avec qui tu vis des moments de joie comme de peine, tu vois. Il y a quand même ce petit salut, ça va? Et ouais. Et tu réponds, moi ça m'amusait à faire ça quand j'étais salarié. Ah, pas dingue là. Ah ouais. Bon bah bonne journée. Il y a celui ou celle qui s'arrête en mode ah ouais, oula, attends, mais dis-moi en plus, on prendra peut-être le temps à la fin de la journée 2. Non, t'inquiète, ça va, mais en tout cas, c'est cool d'avoir réagi comme ça. Mais oui, c'est ça. Et c'est là où en fait tu vois que les gens, il y a beaucoup, c'est bien. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de politesse et parfois de bonne manière, comme on disait hier. Ah oui, c'est vrai. Mais en fait, les gens ne sont pas profondément intéressés, quoi. Et c'est là où tu vois vraiment la différence dans les réponses, je trouve, et dans la réaction d'une personne, le vrai intérêt qu'il y a ou pas. C'est intéressant parce que j'étais dans le train pour venir ici et je me disais, on va aborder à un moment le sujet de la pleine écoute. Ok. Je l'ai vécu encore en coaching cette semaine. Je me disais, c'est terrible. Je fais vraiment un constat qui me fait de la peine en ce moment. Je vois tellement de commerciaux, ils écoutent pas. Mais même leur propre question basique, bidon, ils écoutent pas la réponse. Ça me faisait de la peine, vraiment. Tu vois, j'étais là en mode, des gens savent plus écouter. Ouais. Je pense que c'est dû à quoi? Selon tes pronostics. Donc. Selon mon diagnostic. T'es en ton diagnostic? Bah oui, même si j'ai vu mon stéthoscope, je reste médecin. T'as vu, ce mot est pas facile à dire. Faut pas le dire trop souvent. Oui. Stéthoscope. C'est bon. Je l'ai dit 3 fois, mon talk est validé. C'est dû, je pense, à 2 choses, si je devais vraiment être simple. La première, c'est un manque de pratique régulière. Vraiment. Les grands sportifs de haut niveau pratiquent, réapprennent, désapprennent pour réapprendre, tu vois. Donc là, l'idée, c'est de faire du roleplay, de la mise en situation, etc. Et alors, le truc que je mettrais en numéro 1 et que je conseille tout le temps, et je l'ai même fait à son insu à une personne que j'ai coachée cette semaine et je lui ai dit à la fin, tu vois, c'est enregistrez-vous, filmez-vous, regardez-vous, écoutez-vous. Vraiment, je sais que ça peut paraître bizarre, c'est contre-intuitif de faire ça, ça peut être gênant, etc. Mais si Pascal le grand frère à l'époque a craqué le code des familles à problème en les filmant, c'est que derrière, ça te crée un électrochoc, tu vois. Bah ouais, c'est ça. T'as vraiment cet effet miroir où tu réalises ce qu'il en est réellement, alors que finalement, quand toi t'es dans ton corps, donc pourquoi aujourd'hui ils y arrivent plus? Ma théorie, c'est qu'ils se voient pas. Donc ils pensent bien faire. Nombre de fois avec Enzo, on est parti coacher en mode frère moustache. T'en penses quoi de ta performance en découverte là? Ah, j'ai bien creusé, j'ai récupéré pas mal d'infos, etc. Et nous on est là, non mais sérieux? T'as posé 3 questions de surface, il te manque 90% des détails et t'as même pas rebondi. Mais tu vois, c'est terrible s'il y a personne pour dire à un commercial t'es pas allé assez loin ou tu t'es contenté du minimum, bah lui il va se dire ouais, j'ai bien fait mon job. Ouais. Donc il y a encore une fois aussi se soulève donc le sujet de l'animation, l'accompagnement régulier, etc. Est-ce que tu estimes que l'écoute justement c'est la qualité numéro 1 d'un commercial, du moins quelque chose vraiment d'indispensable pour être un excellent commercial? C'est indispensable. Selon ma lecture, c'est pas la priorité. Ok. Et pour autant, je mets toute ma communication autour de ça.
Alors justement, quels sont les ingrédients pour être un excellent sales? Le même, selon moi, genre, je vais en dire qu'un, que pour être un très bon humain, c'est la gestion de ses émotions. Ok. Tu vois. Et quand je dis la gestion, ça veut pas dire le contrôle. Mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Souvent, quand je dis ça, les gens croient que c'est pour ça que je précise. On pense souvent que je parle de contrôle. La gestion, c'est pas la même chose. C'est La gestion de ses émotions ou de ses réactions? ses émotions. Bah, les réactions sont liées à tes émotions, tu vois. Ouais. La manière dont tu perçois les choses, la manière dont tu te places dans ton environnement, etc. Euh, t'as un très bon exemple, par exemple, pour le traitement d'objections. On en parle souvent, tu vois, dans les coachings. Souvent, en priorité, on me demande, c'est quoi ta technique ou ta méthode pour traiter les objections? Et en fait, bah, déjà, avant que je leur donne ma technique avec l'acronyme qui va bien et la mise en situation et des exemples, je leur dis, c'est marrant. Pourquoi tu te concentres d'abord sur la forme alors qu'il faudrait se concentrer sur le fond? La forme, ça s'appelle ARE. C'est vraiment accepter, reformuler, explorer. Tu vois. Mais d'abord, avant de faire ça, dans le fond, ça te fait quoi? Pourquoi tu te sens dans le besoin de devoir réagir à cette objection? Qu'est-ce qu'elle génère chez toi? Qu'est-ce qu'elle te crée? Parce que si je te filme ma technique ARE et que tu la mets en application en étant tout frustré, tout nerveux, tout actif, c'est pas la même chose que si t'es calme et que tu respires. Pareil, la respiration, c'est un autre sujet, ça. Donc, la gestion de ses émotions avec tout ce que ça inclut et tout ce que ça engendre, tu vois. C'est vrai que tu parlais de la respiration notamment, c'est quelque chose qui peut vraiment réguler nos émotions. Tellement. Et il paraîtrait même, alors je suis pas une experte dans le sujet, mais il paraîtrait que notre respiration viendrait impacter nos émotions dans le sens où vraiment ça régule vraiment les émotions dans le sens où soit une émotion va avoir un impact sur ta respiration, soit tu peux avoir un impact sur tes émotions en régulant ta respiration. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Pour moi, le gros cinéphile que je suis voit tout de suite ça au travers de quand tu regardes un film ou une série qui te travaille, qui te touche, qui te crée des choses. T'es en apnée. Quand t'es devant quelque chose qui t'absorbe, tu vois. Ta respiration s'accélère quand il se passe une scène aussi qui tu vois qui fait ça. Donc ça peut avoir et de l'impact sur ta respiration. Et les personnes qui ont déjà pratiqué vraiment de la méditation et des exercices de respiration comprendront que ça peut aussi avoir des impacts sur tes émotions. Si t'as jamais pleuré en respirant ou eu un fou rire en respirant, c'est que t'as jamais fait travailler ta respiration ou ton diaphragme. Moi, j'ai découvert ça très tard, les techniques de respiration, etc. Et d'ailleurs, je suis pas du tout un bon élève, je le pratique pas assez souvent. Et je l'ai suffisamment pratiqué pour parfaitement gérer mon souffle aujourd'hui. Je m'essouffle jamais. Quand je parle, c'est fluide, je le sais, tu vois, je m'écoute, je dis jamais de je fais jamais de trucs où je manque d'air comme ça, je suis là. Tu vois, j'arrive à parler et à gérer mon souffle. Et en fait, à l'époque où j'ai découvert ça, je me suis rendu compte que je retenais beaucoup de choses à cause de mon souffle. Et quand j'ai commencé vraiment à accepter certaines manières de respirer, bah, j'ai commencé à avoir des fous rires inexpliqués. J'ai commencé à avoir des larmes qui montaient. Donc en fait, la respiration, ça se travaille. C'est comme les techniques de vente, ça se pratique, tu vois. Donc tout est lié. Et tu penses que ça peut être intéressant de mêler ça avec les sales ou justement quand tu prépares ton pitch de vente Ouais. Totalement. Ouais. En préparatoire un peu, vraiment. En fait, je trouve toujours dommage les directeurs commerciaux, head of, managers, team lead, tout ce que tu veux, qui prennent pas conscience qu'en fait, il y a énormément de thèmes et de sujets à aborder avec tes commerciaux pour les faire performer plus, les faire s'améliorer, etc. Tu peux faire un atelier sur la respiration, ce qui va t'aider lors de ton script, lors même de ton écoute, dans ta manière de rebondir, dans ta posture pour gérer ton stress, etc. Tu peux travailler tout ce qui est lié aux techniques de vente, mais tu peux aussi travailler le storytelling. Enfin, il y a tellement de sujets qu'au final, si tu mets un petit peu de temps, pas forcément du budget, dans des sujets comme ça qui sont divers et variés, tu peux animer ton équipe avec plein de choses différentes, tu vois. Et en l'occurrence, effectivement, pour répondre à ta question, le souffle. Ouais. Et tout à l'heure, je te parlais des ingrédients, du coup, pour un bon pitch de vente, parce que c'est aussi ça. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, tu as plus de 1500 postures redressées à tes comptes. Ouais, je pense que je suis pas loin en faisant le cumul. Ça fait combien de temps que tu es entrepreneur?
Officiellement, bientôt 2 ans. Officieusement, 2 et demi. Voilà. Officieusement. En fait, quand j'ai quitté mon précédent poste, le temps de lancer la boîte, j'ai quand même fait pas mal de choses de mon côté pour réfléchir à ce que j'allais créer comme contenu, comment j'allais mettre en avant mes programmes, qui est-ce que j'allais adresser, etc. Donc après, si l'entrepreneuriat démarre le jour où tu récupères ton cabis, bah je dirais 2 ans. Ok. Mais sinon 2 ans et demi. Et attends, t'as dit un truc juste avant sur lequel je voulais rebondir. Alors, on s'en est dit. Ouais, non, mais juste avant ça, ça va me revenir. Depuis quand t'entreprends? Non, les ingrédients. Ah oui, les ingrédients. Oui. C'était avance encore. Ouais, juste avant que tu me poses cette question, tu m'as demandé c'est quoi les ingrédients, etc. Ouais. Et j'aimais bien le parallèle avec la cuisine. J'ai hésité avec le stéthoscope à prendre un objet qui rappelle la notion de cuisine. Parce que je faisais beaucoup de parallèles avant dans des posts LinkedIn avec des recettes. Ouais. Okay. Et le moment de cuisiner aussi. Tu vois. En plus, c'est quelque chose que t'adores. J'adore ça. J'adore bouffer et j'adore faire à bouffer. Non, ouais, c'est un moment particulier, la cuisine, et puis c'est quelque chose qui se rapproche énormément de la vente dans le sens où tu pourrais suivre des recettes très précises, des méthodes exactes que quelqu'un va te dire il faut faire comme ça, un script. Ah, c'était ça ta question. C'est quoi ce qui constitue un bon script de vente? Mais je l'ai pas oublié. Comme quoi, tu vois, rien de méchant. Et en fait, il y a des gens, ils vont te dire ok, t'appliques ma méthode à la lettre. D'accord, c'est comme ça, tu vas vendre, c'est comme ça, le marketing, c'est ça, le copywriting, si tu respectes pas ça à la lettre, ça va pas marcher, ton mail, tu vois. Ok, d'accord, ça c'est de la pâtisserie. Tout le monde n'aime pas la pâtisserie. Oui, parce que tu dois suivre la recette. C'est au grammage près. Ouais. Et il y en a, ils aiment bien le salé, tu vois. Et le salé, c'est un peu plus d'instinct aussi, de test, tu mets des choses comme ça. Et je le dis toujours, la vente, c'est pas de la pâtisserie. D'accord. Faire un contrat à plusieurs millions sur des cycles de vente hyper longs avec Dassault qui veulent te commander des avions de chasse, etc., où la pièce, elle doit être ingénierisée au millimètre près. Je viens d'inventer ce mot, mais c'est pas grave. Eh ben, ok, ça, c'est une recette précise. Par contre, avoir une discussion, traiter l'objection, négocier avec un prospect en laissant aussi une grosse place à ta personnalité, à la sienne, tout en gérant les imprévus dans le moment, bah ça c'est comme un cuisinier qui se laisse inspirer aussi par son esprit créatif, tu vois, il est là en mode j'ai envie de mettre ça, je vais le mettre, ça se trouve ça va être très bon. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai du mal aujourd'hui avec le terme formation, tout ce qui est très cadré, c'est comme ça, faut rester dans le cadre. Eh non, il y a un truc qui est trop bien aussi, c'est l'instinct, tu vois. Bah ouais. C'est clair. Et justement, tu parlais de personnalité, là tu parles d'instinct. Donc si je comprends bien, finalement, c'est quand tu affirmes ta personnalité dans ton pitch de vente, en plus d'avoir d'autres ingrédients. Mais c'est ça qui va vraiment, c'est ça la secret sauce en fait, qui va faire que le plat va être unique, tu vois. Ouais. Que ton pitch va être unique. Est-ce que tu penses que toute personnalité peut être affirmée dans un pitch de vente? C'est-à-dire? Est-ce qu'on peut se lâcher complètement? Est-ce qu'on peut vraiment montrer toutes les facettes de sa personnalité selon toi? Ou est-ce que ça reste quelque chose d'assez maîtrisé, mine de rien? On a déjà posé cette question dans un autre podcast, mais posée différemment. Bon, oui. Donc, la réponse sera différente. Parce que c'est plus subtil, là. Ah, j'ai quand même ça. En fait, je m'arrête à chaque terme qu'a dit et toutes les facettes de sa personnalité. Ouais. Tu vois? Et ouais, parce qu'on parlait d'authenticité, d'embrasser l'ombre, la lumière, tu sais, juste avant, de rayonner. Je pense. C'est ça. Je pense aujourd'hui que faut savoir rester. Non, mais je veux vraiment être compris parce que c'est vraiment des notions qui sont à mi-chemin entre la psychologie et la technique, tu vois. Donc, ça va passer par le spectre de mes émotions, ce que je vais dire. Donc, tout le monde ne va pas forcément comprendre. Donc, j'essaie vraiment d'avoir les bons mots. C'est aussi l'intérêt du podcast, c'est de voir à travers ton spectre. Ouais. Donc, c'est ok. Ok. Et alors, dans ce cas-là, ça part en full jeu de mots. Non. Ouais, en fait, je dirais non. Tu peux pas faire passer toutes les facettes de ta personnalité à travers ton script de vente ou etc. parce qu'il y a quand même une posture professionnelle à avoir. On reste quand même dans un domaine qui reste de l'ordre du pro et il y a une limite à avoir dans tout, je trouve. C'est-à-dire que tu mets ta personne dans ton script de vente, dans le moment, dans ton pitch, vous appelez ça comme vous voulez. Et il y a
quand même une posture professionnelle à avoir. On reste dans des sujets qui sont sérieux. Et je dis souvent, j'aime bien les gens qui disent, écoute, on va bosser ensemble, mais je suis pas ton pote. Ouais. Tu vois? On peut avoir des relations cool, drôles, sympas, amicales, etc. Ça reste quand même du pro. Et j'aime bien cette phrase que m'avait sorti un ancien mentor, justement, un des dirigeants de Babylou. Il disait, et je l'avais déjà cité ça aussi dans une de mes vidéos, les meilleurs sales, c'est ceux qui ont la technique, mais la technique se voit pas. Tu vois? Et pourquoi elle se voit pas? Parce qu'ils gardent quand même une posture, une couche, une enveloppe, tout ce que tu veux, pro, autour de leur cœur propre, tu vois. Donc tu peux pas tout montrer, je pense. Je peux me permettre de... Ah mais vas-y, on est là, ça aussi. Dans ce que tu dis, moi, de la façon dont je l'entends et où je pourrais le reformuler, c'est que, justement, on parle beaucoup de posture depuis le début, et en fait, je pense que c'est très lié à ça. C'est-à-dire que tu peux être totalement toi, mais dans le cadre de ta posture. Tu vois, je vais te donner un exemple perso, comme ça te fait un effet miroir, tu me dis ce que t'en penses. J'adore les exemples perso. Tu vois, moi, je suis Buddy, je veux dire, j'ai ma personnalité, mes valeurs, mes émotions, mes projets. Enfin bref, on a tous plein de choses qui nous constituent. Et que ce soit quand j'ai la casquette de coach, quand j'ai la casquette de l'entrepreneuse et perso, je reste la même personne. En revanche, ce qui change, ça va être ma posture. C'est-à-dire que je reste moi-même, ça reste ma personnalité, et je vais être transparente dans mes émotions. Tu vois, à un moment donné, quand t'es arrivé, tu m'as dit, je t'ai dit, ouais, voilà, mon chat, il est malade. Ça m'a inquiété. J'avais le cœur qui battait fort. Ouais, c'est clair. Mon petit chat. Voilà, tu vois. Et j'ai pas été, je veux dire, j'ai pas réfréné mes émotions. Tu vois, j'ai pas mis un masque pour à tout prix dire oui, tout va bien, etc., etc. Bon, ça n'empêche pas d'aller bien, mais en fait, je t'exprime ce qui s'est passé. Et ça, en fait, ça n'enlève pas le fait d'être soi, de dire ce qu'il en est réellement. Mais pour moi, il y a une question de posture. Forcément, je vais être différente dans le perso ou dans le pro quand je suis en train de coacher, ou quand je suis en train vraiment on va dire, dans mon mindset d'entrepreneuse. Tu peux être entièrement toi-même, mais c'est simplement le cadre que tu te fixes. Ou tu parlais de masque, mais moi je suis pas totalement en phase avec ça, parce que le masque, c'est comme si tu voulais cacher quelque chose. Pour moi, tu caches, dans ce que je veux dire dans la posture, c'est que tu caches pas quelque chose, mais tu t'orientes vers la posture que tu veux et qui semble utile à ce moment-là à la personne qui est en face de toi, tu vois, dans l'échange, etc., etc. Et en fait, je pense que dans tout ce que tu dis, en tout cas, moi, de la façon dont je l'entends, c'est comme ça. C'est que finalement, quand tu fais tes pitchs de vente, tu peux être toi-même, mais il y a un cadre que tu te fixes et tu décides de la posture que tu vas avoir, et c'est ça qui va orienter le pitch, en fait, dans un sens aussi. T'es d'accord? Je suis totalement d'accord, et c'est pour ça que je sais pas comment vous allez réussir à faire ça au montage, mais tu remettras la toute première phrase que j'ai dite avant de te répondre, où j'ai dit je m'arrête quand même sur toutes les facettes de ta personnalité. Et je suis totalement d'accord avec toi, et c'est pour ça que justement tu peux pas mettre toutes les facettes de ta personnalité. C'était ça ta question, est-ce que tu peux toutes les mettre? Ouais. Mais je te rejoins totalement, c'est pour ça que c'est vrai que cette notion de posture, elle est puissante. C'est pour ça que j'en ai fait, la baseline sur le bandeau LinkedIn, tu vois. Ouais. Mais en fait, pour moi, justement, en fait, c'est là où trop intéressant. On parlait de débat la dernière fois. J'arrive pas à poser mon verre. C'est super loin, ce stade. Mais en fait, pour moi, tu peux mettre toutes tes facettes de personnalité, mais il y en a qui vont plus s'exprimer que d'autres. Je vais te donner un exemple. Tu vois les exemples. Oui, je sais. Déjà dit. C'est pour ça, vas-y. Comme tu dis, je vais te donner un exemple. À chaque fois, je répondrai. J'adore les exemples. C'est ça. C'est que... Attends, je disais quoi du coup? J'ai oublié. On peut mettre, du coup... Elles peuvent s'exprimer, toutes les facettes de ta personnalité. C'est pas déjà s'exprimer à 100%. Oui, c'est ça. C'est que, tu vois, moi, je peux être autant roue libre que structurée et disciplinée. Mais vraiment. Ok.
ma nature, c'est d'être en roue libre. Quand je dis roue libre, en fait, en général, c'est que je suis très spontanée, je me laisse porter, tu vois, c'est très fluide, très flexible, etc., etc. Et dans le pro, je me suis vraiment... ma posture, c'est d'être disciplinée, structurée. J'ai pas un agenda militaire, mais il est je le suis vraiment quasi à la lettre, parce que je sais que sinon, je peux vite me laisser déborder, ou tu te fais happer, tu vois, par d'autres choses, etc., etc. Et en fait, il n'y a pas à choisir. Je suis à la fois spontanée et flexible et en roue libre, et à la fois structurée, disciplinée. Mais finalement, c'est pour moi, et c'est là où j'adore en fait le fait qu'on parle de posture, parce que je m'y reconnais énormément là-dedans, c'est que c'est qu'est-ce que tu décides d'allumer. Tu vois, c'est comme si tu avais un interrupteur, qu'est-ce que tu décides d'allumer à ce moment-là. Et là, dans le boulot, parce que ça contribue à mon équilibre, j'ai décidé d'allumer l'interrupteur structure, discipline. Mais ça n'empêche pas que j'ai aussi mon trait de personnalité roue libre, spontanée, etc., qui peut s'exprimer à d'autres moments, mais finalement que je vais choisir parce que je suis en phase avec ça. C'est un dosage, quoi. En fait, c'est un dosage. Ouais, c'est comme en cuisine, quoi. Voilà. C'est la quantité de sel que tu vas mettre. Ouais. Et ta question, c'était, est-ce que tu penses que elles peuvent toutes s'exprimer dans le cadre d'un pitch de vente? Ouais. Tu vois? C'est surtout à ça que je m'arrêtais. Ouais. Parce qu'un pitch de vente, il est censé arriver à un moment extrêmement précis et bien amené dans la discussion, et pas parce qu'il faut l'amener ou parce qu'il faut le déballer, ce qui était vraiment le grand mal de la société à un moment, société des commerciaux, je parle, qui était là absolument vouloir faire leur pitch. Il a quand même, selon moi, un but très fort qui est de mettre en avant les bénéfices pour la personne au regard de ses besoins. Tu vois, donc après une bonne et longue et lourde phase de découverte. Et à ce moment-là, c'est ça que je voulais dire, où tu peux pas tout montrer de ta personne dans le script. Il y a un côté obligatoirement sérieux. Par exemple, tu vois, moi, je suis très blagueur, je suis très dans les jeux de mots, je mets beaucoup d'humour dans ma technique de vente, etc. Je vais en mettre un peu, si je sens que je peux le faire, tu vois, dans mon pitch de vente. Faut quand même que le message reste clair pour le destinataire. Et à un moment, il faut qu'il se fasse une idée très précise de ce qu'il a à y gagner. Donc, tu vois, je peux pas mettre non plus 100% de moi dans le pitch de vente, parce qu'à ce moment-là, genre, c'est plus 100% de lui que je vais mettre. Ouais. Tu vois. Donc, il y a de l'adaptation, finalement, par rapport à la personne qu'il y a en face de toi, une question de ressenti aussi. Ah, total. Ok. Et justement, pour passer d'un bon pitch à un excellent pitch de vente, qu'est-ce qui fait la différence? Cette voix de podcast. Oui, exactement. Tu rigoles, mais ça m'est arrivé plusieurs fois au téléphone de m'appeler Philippe et d'avoir cette voix. Surtout quand j'étais un jeune commercial. T'appelais Philippe? Pourquoi? Parce que c'est non plus... Ouais, totalement. C'est, pour la petite anecdote, fun fact, c'est le prénom le plus donné aux hommes en France en 1963. Ok. Voilà, c'est pour ça qu'une personne sur deux me dit « Ah, tu t'appelles Philippe comme mon père ?» Ça m'a pas mal aidé dans ma début de vingtaine, début de carrière commerciale au téléphone, que j'avais déjà cette voix-là. Totalement, on pensait que j'avais 50 balais, tu vois. C'est Philippe, bonjour, vous allez bien, ok. Question, comment est-ce qu'on passe d'un bon pitch à un excellent pitch? Ouais. Déjà, le premier truc qui me vient comme ça, instinctivement, c'est quand tu passes de « je l'ai appris par cœur » à « je l'incarne ». Tu vois. C'est vraiment, je crois en ce que je dis, et on croit ce que je dis. Ok. Donc pour toi, l'incarner, c'est vraiment effectivement l'avoir intégré dans un premier temps, et que ça soit tellement intégré qu'en fait ça limite ça vibre quand on parle, t'es convaincu, donc ça va être convaincant. Et alors, pour arriver à ça, parce que ça fait beau comme ça, ça fait très podcast dit comme ça, tu vois, c'est la formule magique, mais comment est-ce qu'on la met en application? Ah oui, c'est bien plus délicat. C'est super subtil. Non mais oui. Et ben, dans ce cas-là, deuxième réponse, en entremêlant au milieu de ce pitch que des éléments que la personne a donné en réponse à la phase de découverte. Je te donne un exemple, je vends une poêle à frire. Ok, encore en mode exemple, c'est trop bien. Je veux te vendre une poêle à frire, ok? Ouais, t'as dans les ventes toi aussi. J'essaie de prendre ta voix. Bienvenue au club. Ah ouais, vas-y, attends, j'adore les exemples. Ça donne quoi? J'adore les exemples. Ça marche très bien. Les gens vont pas savoir qui parle. Et tu vends une poêle à frire, elle a plein de caractéristiques. Elle est légère, elle est anti-adhésive, elle est faite en une matière qui est toute nouvelle, etc. Si ça se trouve, il y a une caractéristique sur 3 qui intéresse
l'acheteur, tu vois. Donc t'es malin, tu lui as demandé, tu vas lui dire bon, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous seriez intéressé par cette poêle à frire, nanana. Bon, moi c'est simple, je suis nul, je les crame toutes, ça colle, ça m'agace, ça m'énerve, je perds un budget fou à en racheter et en plus de ça, ben j'essaie de faire un peu attention à ma ligne, donc j'aimerais un truc anti-adhésif pour éviter de rajouter de la matière grasse. Et là, c'est comme si t'avais appris ton pitch par cœur. Je sais pas du tout pourquoi je suis parti en poêle à frire. Ouais. Je suis en impro total, mais au moins ça va parler. C'est très bien. Et c'est comme si tu disais ouais, alors voilà, elle est faite avec tel matériau, c'est hyper léger, nanana. Et t'es en mode par cœur. Et oui, c'est très bien, c'est très beau, d'accord. Pour moi, ce qui le rend excellent, c'est la caractéristique. Ah bah d'ailleurs, Michel, c'est parce que vous m'avez dit un petit peu plus tôt que vous en avez marre d'avoir un gros trou dans votre budget à force d'en racheter, que vous allez être intéressé par cette caractéristique-là. Mmh. Et tu vois, tu viens corréler en racontant une histoire, mais en intégrant ton interlocuteur à l'histoire. Écoute beaucoup de scripts de vente. C'est très le produit, la solution, le bénéfice, le nanana. Et en fait, la personne, elle t'écoute, mais elle n'est pas partie intégrante. Ouais, exactement. Les meilleurs vendeurs, selon moi, ce sont ceux. Je sais pas si t'as déjà regardé des vidéos de vendeurs dans les salons, dans les forums ou dans des marchés où ils vendent des petits produits, par exemple, pour découper ta pomme de terre d'une manière particulière. Ouais, avec notre petit embout, vous le plantez, vous tournez, madame, approchez-vous, nanana. Alors, on peut faire ça. Et vous aimez faire quoi comme salade? Vous aimez quand ça croustille? Vous aimez quand c'est machin? J'aime bien ces ambiances. Ces mecs-là, ils sont trop forts. Ils te racontent une histoire et en même temps, ils t'interpellent dans le public. Ils te ramènent. Vous voulez tester, vous voulez toucher et attendez. Et voilà. Et en fait, certains vont dire que c'est des vendeurs de tapis. Et ben, je suis pas d'accord. Moi, c'est tout ce que j'aime dans la vente. Il y a une maîtrise, voilà, c'est immersif et il y a surtout aussi de la vie, il y a de la personnalité, il y a de la sollicitation de la vie de l'autre en face. En fait, c'est juste de l'humain et on se fait pas chier, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, ce qui rend un pitch excellent plutôt que bon, bah, c'est de mêler tout ce que je viens de dire dedans, intégrer la personne, de poser des questions, pas juste réciter, mais vraiment intégrer. Finalement, tu rebondis, la personne, elle va se sentir concernée, et je trouve que dans ces... On en revient à ton histoire de trampoline. Ouais. Dans un sens, oui. Tout rebondit, quoi. Tout rebondit. Non, mais c'est vrai. Non, mais en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de... Le fait de rebondir sur plein de choses, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi durant ce podcast, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. C'est ce qui fait aussi, ce qui va faire la fluidité de l'échange et qu'on va se sentir bien, etc., etc. C'est quelque chose que tu peux retrouver dans une relation commerciale. Pour moi, c'est un échange, c'est pas un monologue. Ouais, je compte plus le nombre de fois où je dis en coaching que avant d'acheter un produit, une solution ou un service, t'achètes la personne en face de toi, tu vois. Donc, si elle est pas convaincante, si elle t'écoute pas, si elle te pose pas des questions qui te plaisent, si elle répond pas à tes questions, t'es moins emballé, tu vois. Et tu parlais récemment, j'ai vu un film, je sais plus ce que c'est les titres. Mais c'est avec Scarlett Johansson. Bon, je sais plus ce qu'est, je ne connais plus le titre, mais en gros, c'est une nana qui vend, qui est une super grande vendeuse, tu vois, et qui va à chaque fois jouer un rôle pour réussir ses ventes. Faire des trucs de fou, tu vois. Et donc, elle va se mettre vraiment dans la peau de ses prospects, à s'inventer une vie totalement. Qu'est-ce que c'est que ce film incroyable sur la vente avec ouais, je sais plus comment il s'appelle. On va retrouver après. Ouais, on retrouvera. Et trop bien, j'ai adoré. C'est un film qui dure plus de 2 heures, mais il est trop bien, enfin vraiment. Et c'est avec aussi Channing Tatum. Mais c'est un truc avec la NASA et tout là. Ah mais oui, c'est to the Moon là. Non mais oui, c'est ça. Ouais. Ok, je vois très bien. Oui. Ben là. Ouais, en fait, ok, d'accord. Vas-y, c'est elle crée toute une campagne pour faire croire au cas où si l'alunissage marche pas, que ça a finalement arrivé, et elle doit vendre. Ok, d'accord, je vois très bien. Alors ça, on spoil pas. C'est juste le synopsis que je viens de faire. Hein, je sais pas. Et à la fin. Tu te rappelles? C'est sur Mars, putain les bêtes. Presque. Ça c'est au cas où si Elon Musk nous écoute. C'est ça. Non mais en gros, tu vois, là elle va vraiment changer de personnalité à chaque fois, se mettre dans un rôle, porter un masque, et dans le film ça marche très bien. Et tu vois qu'en fait cette personne elle se perd et t'as la comment dire, c'est contrebalancé avec Channing Tatum qui est droit dans ses bottes, carré, rempli de valeurs, tu vois, éthique et tout. Et finalement, après, voilà, il y a des choses qui se passent entre eux, etc. Et bref, Scarlett, qui est dans ce rôle de commercial, à chaque fois, vraiment, joue un peu cette attitude de caméléon. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette attitude-là? Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup cru quand moi-même j'étais commerciale, parce que je l'étais avant de démarrer cette vie de coaching.
Moi, j'étais convaincue avant qu'il fallait rentrer dans le monde de l'autre, tu vois. Et au fil des années, ben, c'est plus ce que j'ai constaté. Mais j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet. Est-ce que tu penses qu'il faut absolument rentrer dans le monde de l'autre et se donner un genre parfois? Alors déjà, je vais repinailler comme à chaque fois, mais je suis chiant pour ces trucs-là. Tout ce qui est de l'ordre de l'absolu, moi, me parle pas. Ça n'existe pas pour moi, tu vois. Donc, quand tu me dis, est-ce que tu penses qu'il faut absolument faire ça? Bah non, tu vois. Déjà, c'est contre-intuitif et c'est contre-productif de faire ça, tu vois, de vraiment aller à l'extrême de quelque chose. D'ailleurs, dans le monde, tout ce qui a toujours touché les extrêmes, était de l'ordre de l'extrême, n'a amené que des choses négatives. Du coup, je dirais oui et non. Parce que j'ai toujours considéré les personnes que je considère, enfin, que je trouve comme les meilleurs commerciaux ou commerciales, et moi-même, que je trouve pas trop mauvais, soyons honnêtes, comme un bon caméléon. Donc, je pense qu'il faut l'être pour justement créer une situation où les interlocuteurs sont suffisamment tous et toutes à l'aise. Okay. En fait, être un caméléon, c'est faire en sorte aussi que l'autre se sente bien, tu vois. Et je fais le parallèle avec le système disque, qui est souvent un sujet, c'est les 4 couleurs là dominants, influence sociale et conforme, très souvent mal utilisé, mal interprété, mal compris, mal expliqué. Ça m'arrive souvent de devoir aussi corriger entre guillemets les compréhensions de ce système-là en entreprise, parce que parfois ils me disent oui, alors en fait le système 10 ça permet d'être un bon commercial et comme ça t'es un peu un caméléon et tu parles à la personne comme il faut lui parler. Et je dis attends, mais ça c'est un gros résumé, c'est beaucoup plus profond et subtil que ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc pour répondre à ta question, je dirais qu'il faut être suffisamment caméléon pour s'adapter à l'autre et être dans une situation de confort, mais ne pas l'être absolument, parce que sinon tu te travestis, t'es plus toi, et à partir du moment où t'es plus toi, bah, t'es plus dans la gestion. Tu vois, on en revient à cette notion de gestion et la boucle va être bouclée. Si tu gères pas, en fait, quels peuvent être les meilleurs moments de gestion que lorsque tu es ce que tu as l'habitude d'être tout le temps? Ouais, c'est clair. Tu vois, t'es toi-même, d'accord? Donc, je dirais un bon 50-50, tu vois. Et s'il fallait donner une stat, un bon 50 soi et 50 caméléons pour s'adapter à l'autre. Ouais, c'est ça. Ok. C'est mon point de vue. Ouais. Et c'est à la fois, c'est là où la boucle est bouclée aussi, c'est de se dire encore une fois, rentrer dans le monde de l'autre, tout en restant dans son monde à soi et finalement connecter entre les deux. Pour faire un pont. Pour se mettre sur la même fréquence et... Ah, j'adore l'image, trop bien. Ouais, c'est... En fait, c'est une question de fréquence, je pense, tu vois. C'est comment tu réajustes ça. Avec certaines personnes, tu vas dire, OK, là, j'augmente la fréquence, là, je la rediminue, hop, pour qu'on puisse discuter, être sur le même canal. Ouais. Et s'entendre. S'écouter. En égo, il y a... Grave, t'as bien joué. Non, mais c'est ça. Ce que tu viens de dire là, c'était ce sur quoi j'allais rebondir. Ouais, c'est vrai que la boucle est bouclée. Il y a un système en égo que j'aime bien parmi les millions de systèmes qui existent pour appréhender plus facilement la négociation. C'est la technique des 6 C. Et il y a un C qui dit il faut consolider son offre, tu vois. Okay. Et consolider son offre, ça veut dire la renforcer plutôt que la travestir. C'est-à-dire que si on te demande de baisser ton prix drastiquement, qu'on te demande de faire une grosse concession, si t'acceptes, il y a un problème. Tu vois, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est pas rassurant. Si tu fais ça aussi pour ta personne, si tu te travestis, si tu concèdes des choses qui te définissent pour t'adapter totalement à l'autre ou pour aller dans son sens, bah non, c'est pas possible. Je cite très souvent cet exemple que la vente c'est de la séduction et du coup c'est comme un date. C'est le ciblage et la prospection, c'est le fait d'aller mettre des fils sur une appli et de envoyer le truc pour dire bah voilà, c'est ce genre de personne que je cherche, tu vois. Et ben si derrière, quand tu fais la rencontre, bref tout le monde en parle en ce moment, tu vois, ces espèces de masques là qui mettent ils ont des calcomanies et à un moment il en a marre et il l'enlève comme ça, tu vois, et il est 100% lui-même et c'est là où ça marche bien. Et ben dans la vente c'est pareil, si à un moment tu fais trop pour tout plaire à la personne en face, pour aller dans son sens, pour t'adapter, pour être le caméléon absolu,
bah tu te perds et du coup bah tu perds en crédibilité et du coup et en fait en ego, ça que j'aime bien, c'est qu'à un moment ça s'apprend pas, ça se pratique. Bah il faut être fixe sur ses positions. J'ai concédé, il y a eu de la contrepartie. OK. Bon, maintenant stop, je peux pas aller plus loin. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, souvent aussi, c'est ce que des clients vont acheter, cette espèce d'assurance, cette confiance de OK. Bah, je vois que vous êtes confiant, je vois que vous êtes sûr de vous, je vois la force de votre offre, je vois que vous l'avez bien consolidée, etc. OK, alors dans ce sens-là, ça me rassure. Carrément. Bah, c'est clair. Enfin, pour moi, ça me paraît indispensable, en tout cas, d'avoir cette assurance-là, parce que ça montre que c'est bien posé, que c'est réfléchi, et en fait, ça donne plus envie de faire confiance. Encore une fois, si t'es pas la première personne à te faire confiance, personne ne le fera à sa place. Totalement. Fin du podcast. Non, je rigole. Pas du tout. Bon, générique. Clac. Non, mais ouais, ok. En tout cas, c'est super intéressant. On est rentré dans le vif du sujet direct, donc trop cool. Et Ouais, c'est hyper intéressant. Je suis d'accord. tu passes un bon moment. Je passe un super bon moment. Ouais, je rêvais de dire ça en podcast. Trop bien. Après, t'as aussi cette posture d'entrepreneur qui intéresse aussi beaucoup. Toi, t'as choisi de rester en solo. Ouais. Je suis pas totalement, mais... Tu l'es pas totalement. D'ailleurs, moi, je t'ai connu de base avec Enzo. C'est comme ça que... parce que moi, je suivais Enzo et je t'ai connu dans les éditions Men in Black. Ouais. Génial. Puis après, Eurocall. Je suis carrément en plus en position roll là. Tu vois? Faut avoir la ref pour comprendre, mais j'espère qu'il y en a plein qui l'ont. Alors, qui est Eurocall? Roll, Radical Call. Roll. Mais pourquoi il râle? Il râle, Eurocall, à un moment. Roll, il est pas content. Et pourquoi? Roll, il sait pas s'il est italien ou s'il est portugais. Oui, c'est vrai qu'on sait pas trop. C'est un mélange entre les deux. Et il râle parce qu'il est déjà né d'une parodie d'une parodie. C'est vrai. En fait, c'est la parodie de Rocco, vue par Omar et Fred dans le SAV, et Fred Testo lui-même parodie Rocco Siffredi. Ouais. Et donc, effectivement, avec Enzo, comme on adore faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, on s'est dit, on va reprendre ces sketchs de ces deux gars de l'époque dont on était fans, lui et moi, et on va en créer des personnages inspirés de ceux qu'avaient Omar et Fred, mais du coup, version vente, version univers de la vente, LinkedIn, sales, tech, etc. Et un jour, en fait, on s'amusait beaucoup à imiter Omar et Fred, surtout le personnage de Rocco Siffredi. Et un jour, j'ai envoyé un voice à Enzo, totalement improvisé. Vraiment, en mode où je dis n'importe quoi, en mode, je vais, Enzo, c'est Rocco, là, j'en ai marre, tu vois, je pète un plomb comme ça. Parce qu'on s'envoie beaucoup de voice, lui et moi, où on pète des câbles comme ça, on laisse beaucoup s'exprimer ce qu'on ressent. Et en plus, il est très drôle, il me fait trop rire, enfin bref. Et on s'est dit, on va le garder. Et en fait, le sketch de Rocco que j'incarne dans la vidéo du SAV, c'est au mot près le voice que j'avais envoyé à Enzo. Incroyable. Parce qu'en fait, on avait tellement rigolé qu'on s'est dit, ce truc, faut pas qu'il change, il est tellement spontané, on le garde. Faut que ça reste brut. Exactement. Donc je l'ai refait, et donc voilà, et pour répondre à ta toute première question qui était je suis en solo mais pas totalement, tu m'as connu via Enzo. D'ailleurs, tu peux vraiment te poser la question, tu m'as juste dit, tu m'as dit que tu m'avais découvert là. Quand je dis que je suis pas totalement seul, j'ai la chance aujourd'hui de faire ce job aussi avec Enzo, qui est pour moi le précurseur sur plein de sujets et une source d'inspiration sur énormément de sujets liés à la vente. Et surtout, en fait, il a déjà pavé le chemin de pas mal de choses, tu vois, sur LinkedIn et d'ailleurs dans le métier de sales coaching B2B. Donc, je le remercie pour ça. Et en fait, on s'entend tellement bien, on a tellement les mêmes valeurs et la même vision de la vente que c'est un régal de travailler avec lui. Et donc, très complémentaire aussi. Ouais, c'est ce qu'on dit. On est yin et yang. Un coup, c'est lui yang, un coup, c'est moi. Et en fait, on a plein de délires comme ça, good cop, bad cop. Et on est hyper complémentaires. Et en fait, je bosse pas avec Enzo. On n'a pas d'entité. On a créé les frères Moustache, ce qui est un délire. En fait, on a la chance aujourd'hui d'être deux entrepreneurs, deux solopreneurs qui pouvons s'inviter l'un l'autre. J'ai des clients ou sur des coachings et taper ce délire des frères Moustache tout en apportant un maximum de valeur, tu vois. L'idée, c'est OK, on fait un peu les clowns, mais on fait aussi beaucoup de choses sérieuses. Et quel régal de pouvoir travailler dans ces conditions. Enfin, donc en fait, je suis pas vraiment seul. Je me sens très seul.
Ok. Souvent, le fait d'être solopreneur, le sentiment de solitude fait partie du job. On se déplace beaucoup, donc enfin je me déplace beaucoup, donc je suis seul dans le train. Quand je sors chez le client, je suis seul, je lis seul. Et pour autant, j'ai pas ce sentiment de solitude parce que justement, je fais beaucoup de choses avec Enze. Ouais. Oh, mais heureusement, j'ai envie de te dire, parce que sans ça, je pense que ça pèserait beaucoup plus. Ouais. En tout cas, ouais. Moi, personnellement, c'est un truc que j'ai vécu pendant 4 ans, où j'ai été vraiment en solo. Et à la fin, je commençais vraiment à en baver, quoi. Enfin, ça me pesait, tu vois, cette solitude. Sachant qu'en plus de ça, tu peux vraiment... ça peut entraîner une forme d'isolement, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'est aussi pour ça que je suis passée en société, en dehors du CA évidemment, mais il y a vraiment eu ce truc de s'entourer et de se constituer une team, tu vois, de voir les choses en plus grand, mais aussi en plus fun, quoi. Parce que à un moment donné, enfin, je trouve que ce qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir le partager. Réussir seul, c'est une chose, mais quand tu réussis ensemble, qu'est-ce que c'est bon. Ouais, c'est trop chouette que tu parles de ça parce que t'as ouvert ton podcast en parlant de comment on s'était rencontrés, que c'était via ton post LinkedIn sur la Saint-Valentin et le célibat. Lui, t'es plus célibataire. C'est ça. T'es entouré. Je me suis mariée avec moi. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est ça, c'était avec ta société, les gens qui t'entourent, avec lesquels tu travailles. Et c'est vrai que ça a pas mal résonné en moi, là, il y a une minute, ce que t'as dit sur l'isolement. Faire attention à ça. Ça peut arriver Je pense plus que vite. ça peut être un danger, hein. Ouais, vraiment. Et on en reparle, enfin, on en revient à ce qu'on disait juste avant, c'est sur la chance de l'entourage. Pareil, c'est des choses dont il faut parler. Tu vois, je me sens seul là dans le boulot. C'est pas facile de tout gérer seul, etc. Dis-le, partage-le. Il y a des gens qui vont t'écouter. Et là, on parle de l'entourage, on va dire plus direct, mais est-ce que tu t'es fait entourer est-ce que tu t'es fait entourer de coachs, de personnes ou de thérapeutes, je sais pas. Est-ce que tu as d'autres choses à côté qui te permettent de te sentir moins seul et de réussir à mieux gérer tout ça? Oui, j'ai le premier, ça va te faire sourire, le premier truc qui me vient en tête, quand j'étais chez, alors là, je vais faire une grosse dédicace, parce que celle-là, elle est hyper importante. Quand j'étais chez Iconoclast, c'est très marrant parce que notre ami Mathieu Bernard vient d'arriver. Il y a une personne que j'ai croisée très rapidement au début qui s'appelle Mathieu Thomé, responsable du programme développement personnel. Chez Iconoclast, tu cherches un humain avec une aura imposante, tu l'as. Déjà, le mec est impressionnant. Voilà, très tout. Et une sorte de pot de crème géant, un gros nounours, il est incroyable. Et en fait, il va proposer un jour, il maîtrise plein de sujets, tu vois, facilitateur de cercle de parole, au PNL, auto-hypnose, etc. Et tu vas comprendre où je vais en venir pour répondre à ta question. En fait, il m'a proposé, quand j'ai quitté Iconoclast et lui aussi, d'intégrer un cercle de parole d'hommes qui est aujourd'hui pour moi une source de bien-être et d'équilibre très forte. Et j'ai pas aujourd'hui, je ressens pas aujourd'hui le besoin de m'entourer plus que les amis que j'ai déjà, les connaissances entrepreneurs que j'ai autour de moi et ce cercle. Je rajouterais quand même mes parents qui sont quand même une source d'écoute et d'aide, de soutien hyper précieuse. On revient à la liste de l'entourage fort, tu vois. Donc, pas de thérapeute, pas de coach. Pas mal de personnes autour de moi prennent ces casquettes de temps en temps. Tu vois, c'est-à-dire qu'au sein de ce cercle d'hommes, on aborde des sujets qui parfois me permettent d'obtenir des réponses de par nos discussions. Et mon encourage, comme je disais, prend parfois la casquette de psy, de coach, de boss aussi parfois. Il y en a des pieds au cul, ils n'ont raison. Donc voilà. Et ce cercle d'hommes, de base, t'y allais pour quelle raison? C'était quoi ton intention? C'est génial ce que tu me demandes là. Je te jure, c'est la meilleure question que tu pouvais poser. Parce qu'en fait, c'est le premier sujet qui a été abordé quand on a créé ce cercle il y a 3 ans. Et tu sais, quand on a un cercle, on dit que tu viens de déposer des choses au milieu, tu vois, sans rien attendre en retour. J'avais déposé le fait que je n'avais strictement aucune attente. La seule condition que je m'étais fixée et indirectement que je fixais aux autres, enfin plutôt dans l'attente de ce qui allait se passer, c'est que je voulais être mais vraiment 100%, 1000% moi
sans filtre, sans crainte du regard, pouvoir m'exprimer librement, ne pas rentrer dans un débat, vraiment déposer quelque chose et ne pas avoir l'écho de ça, tu vois. Et donc, première question qui avait été posée, ce qui se passe dans un cercle reste dans un cercle, mais on peut quand même parler de ça. C'est quoi vos attentes? J'en ai aucune. Je n'attends rien. Je suis là pour être en totale découverte. Curiosité maximum, ouverture maximum, et je prends ce qu'il y a à prendre. En fait, c'est ça. Cette curiosité, cette ouverture, c'est en tout cas ce que tu t'es autorisé, en tout cas, à mettre Et bah ouais, t'as raison, oui, ouais, c'est bien vu. Ça, je vois la coach en toi qui s'exprime là, c'est effectivement, il y a quand même quelque chose que j'ai déclenché, que je me suis autorisé, qui est... C'est ça que tu vas chercher finalement. Exactement, voilà. Et alors c'est vrai que ça peut paraître très particulier, j'en parle depuis 3 ans, autour de moi, et ça ouvre à plein d'interprétations, tu sais, un cercle d'hommes. Je trouve ça génial. Faites quoi? Et tu vois, je peux comprendre aussi que les gens, c'est pas facile de comprendre ce que tu connais pas. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y en a, ils sont là en mode quoi? Attends, mais vous parlez de quoi? C'est une secte? Vous débattez? Mais vos trucs, c'est... Non, en fait, ouvre-toi au sujet. C'est simplement un rassemblement d'hommes qui veulent aujourd'hui comprendre quelle est la place de la masculinité dans notre société, leur masculinité dans la société, dans leur vie, qui ils sont et quelle meilleure version d'eux-mêmes ils peuvent être, tu vois. Et c'est extrêmement simple et sain. Ça fait combien de temps tu y es dans ce cercle? 3 ans. Ok. Ça a été suite à l'événement douloureux? Non. Ok. Ça a été suite à une proposition. Ouais, oui. Mais ça aurait pu tomber. Ok. Voilà. Et tu saurais dire ce que ça t'a apporté depuis? Aujourd'hui encore, quel impact ça a sur toi? Ouais. Ça me rassure. Ok. À propos de quoi? La suite. Savoir, en fait, ça me rassure. J'ai la phrase, je suis vraiment, je rigole, j'allais dire, je suis vraiment un connard qui a les automatismes en anglais dans ma tête. Parce qu'il y a il y a plein d'expressions que je les ai en anglais. Tu vois souvent ce même Faith in Humanity Restored, tu vois. En gros, foi en l'humanité restaurée, Ouais. tu vois. Mais en fait, ça m'a redonné foi en l'humanité. Okay. Et ça m'a rassuré quant au fait qu'il existe vraiment des gens, mais profondément bons. Ah ouais. Tu vois. C'est... En fait, je veux pas rentrer dans les détails, et si par hasard ils m'écoutent, je leur fais une énorme dédicace à ces hommes, parce que waouh, on est vraiment sur le niveau élevé de la bienveillance, la gentillesse, la douceur, sur des belles personnes. Encore une fois, selon mon spectre de lecture, mais je peux te dire que c'est des belles personnes. Et ouais, ça m'a apporté ça, ça m'a rassuré quant au fait que je peux devenir comme eux. Ah ouais. Et que c'est un peu comme une tribu, finalement, que tu te constitues avec des valeurs que vous partagez et... Ouais, mais on se voit jamais en dehors. Tu vois? C'est vraiment ce moment est lié au moment. Et ouais, ça me rassure quant au fait que il y a plein de choses que je voudrais que j'ai pas. Et bah je les aurais peut-être. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait ça dépend. Ces choses que tu voudrais... Après, je suis curieuse. Vivre, c'est des choses que je voudrais vivre. Tu vois, il y a plein de choses que j'ai pas encore vécues et des choses qui me font peur par la suite. Et en fait, ces échanges avec eux viennent juste me rassurer quant au fait que ça sert à rien de tout penser, anticiper. Ça me ramène à cette notion dont je te parle un peu plusieurs fois depuis le début du podcast, qui est importante pour moi, le fait de se laisser porter, on verra ce qui arrive, de pas tout le temps. Parce que attention, on est coach. Ça veut pas dire qu'on est les cordonniers les mieux chaussés, tu vois. Y a plein de conseils que je donne que j'ai du mal à... Et je le dis à ceux qui nous écoutent aussi, attention à ce truc-là. Donc elle est coach, donc il est irréprochable, il arrive jamais de galérer. On galère comme tout le monde. Ça arrive, évidemment. Comme tu l'as dit tout à l'heure, les zones d'ombre, la vulnérabilité, les downs, ça arrive à tout le monde. Donc moi aussi, ça m'arrive très souvent d'être là en mode... ouais, je sais qu'il faut relativiser, je sais que machin, mais putain, et j'ai pas ça, et je me sentirais plus heureux si je l'avais. Ouais, je sens. Et tu parles de te laisser porter et finalement d'ouverture. Je pense que d'entreprendre demande une forme d'ouverture et de se faire confiance, en tout cas, de s'ouvrir à soi, de s'ouvrir à son cœur, etc. et d'avoir un soupçon de passion.
Justement, pour toi, ça a été quoi le... T'as un champ lexical de la cuisine, j'adore. C'est Mais super. en fait, c'est parce que ça m'a parlé. Trop bien. J'ai réajusté la fréquence. Ça a été quoi pour toi le déclic? Qu'est-ce qui t'a permis d'entreprendre? Ah la vache, tes questions, elles sont géniales, elles forcent la réflexion et t'as raison, je comprends pourquoi t'as orienté les caméras comme ça. Mon regard, il est vraiment en mode... Alors attends, on va réfléchir. Qu'est-ce qui m'a convaincu? C'est ta question? Non, pas convaincu, mais ça, enfin, dans un sens, oui, mais pas que. Ça a été quoi le déclic? Ah oui, c'était ça. Qu'est-ce Quel a été l'élément qui déclencheur? t'a permis d'entreprendre? Le... Ça peut être un événement, une croyance. Ouais. Je veux juste bien l'exprimer. Je pense que t'auras compris mon attache pour le précis et le détail. La volonté de vouloir faire passer certains messages à ma manière, avec mon style. Tu vois, avec mes mots et avec je fais souvent aussi des parallèles avec la musique, tu vois, avec mes notes à moi, ma mélodie, ma fréquence, mes ondulations. Il y a des sujets, je me disais, ils sont quand même beaucoup abordés, mais ils sont pas abordés comme j'aimerais qu'ils soient abordés. Ouais. Tu vois? Et en fait, l'opportunité en tant qu'entrepreneur de pouvoir créer du contenu et passer des messages avec mon style, encouragé par un autre moustachu qui m'a dit, mec, fais-toi confiance. On en revient au boss, Enzo. Tout ça, ça a été le cocktail shaké qui a fait que j'ai servi. Ouais, donc Enzo a quand même contribué à te donner une petite tape dans le dos, on va dire. Ouais. En fait, si tu veux, je lui parle de tout ça. On se confie sur plein de choses. On est très amis, très proches. Et on parle beaucoup du métier aussi, tu vois, et de ces sujets pro. Et il me fait, mais tu vois, t'as une manière de voir les choses, d'aborder les choses à ta manière, partage-le. Vas-y, lance-toi. Mais ouais, t'as raison, que je le fais pas. Donc ça, encore une fois, l'entourage, tu vois, c'est vraiment toujours ces personnes qui te mettent la petite impulsion. Et ouais, voilà, vraiment cette volonté de aborder des sujets qui ont été abordés 1 million de fois, mais façon filou, quoi. Exactement. Et je dis pas que la façon filou, c'est la meilleure, je dis juste qu'elle a le mérite d'exister et d'être écoutée. Pour ceux qui le veulent bien. Et pour ceux que ça peut toucher. C'est ça. Et en tout cas, c'est celle qui est la plus juste pour toi, puisque c'est la tienne. Et finalement, dans un sens que je trouve très beau, et c'est souvent comme ça dans l'entrepreneuriat et quand on est passionné aussi par ce qu'on fait, c'est que souvent, ce qu'on vit, on le transmet. Et toi, finalement, c'est aussi ça que tu transmets. Ouais. À tes clients. Ouais, c'est ça. D'être leur personnalité, de faire passer les messages à leur façon. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est... Ta personnalité, tes pitchs de vente. Exactement. C'est écrit là, sur mon LinkedIn. T'as bien préparé ton truc. Ouais, c'est pour ça que je fais cette tête un peu ailleurs, parce que t'as bien résumé le truc, tu l'as bien compris, la substance de ce que je veux faire passer. Et je me dis, si ça peut toucher une personne, quelques personnes, comme moi ça me touche, bah super. Faut entreprendre pour ça. C'est ça. Je pense qu'il faut pas entreprendre pour le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Faut entreprendre parce que tu vas pas bien loin si tu penses qu'à ça, quoi. S'il y a vu le nombre d'abonnés qui va te faire entreprendre, ouais. Il y a une personne quand tu te lances qui te dit cette phrase merci, grâce à toi c'est bon, t'as tout gagné. C'est clair. C'est trop bien, ça c'est un carburant pour continuer super longtemps, tu vois. Comme ton post récent. Ah oui, c'est vrai. Moi, t'as vu, je publie de plus en plus là. Très assidu. Merci, ça a été un effort de ma part. On parle pas, je connais. Tu parles de carburant. Le carburant, effectivement, c'est hyper important. Je pense que le carburant, en tout cas pour ma part, il est très lié à mon énergie. Et je pense comme pour beaucoup. Ouais. Oui. Parce que c'est ça, notre carburant, finalement, notre énergie, d'en prendre soin et tout ça. Et tout ça, ça passe par le fait de prendre soin de soi et de faire en sorte de se sentir bien avec qui on est, dans ce qu'on fait, qui va forcément avoir un impact sur nos résultats, sur notre performance. Et d'ailleurs, c'est aussi mon expertise en tant que coach. Moi, j'accompagne les gens à allier bien-être et performance. C'est aussi l'intention de ce podcast. Mais derrière tout ça, le but, c'est vraiment d'incarner sa puissance et de rayonner sans se cramer. D'où le fait, tu vois, j'aime bien l'image de carburer aussi, parce que le but, c'est de carburer, mais sur la durée, et que tu puisses vraiment
continuer ta route de façon fluide et qu'elle soit longue, tu vois. On n'a pas avancé en coaching ensemble. En revanche, si t'es là aujourd'hui aussi, c'est parce que j'estime que tu as quand même des clés pour allier bien-être et performance qui t'appartiennent, que tu as mis en place. Et justement, pour toi, quelles sont tes clés pour allier les deux au quotidien? Mmh. Tu vois, en gros, je prends le temps de tout. Faire la déco. Ouais, non, je prends le temps de m'écouter. Je prends le temps de faire des choses. J'ai toujours été très. J'étais un enfant hyperactif, tu vois. Ok. Vraiment, on me dirait pas. Non, je dirais pas, c'est vrai. Mais j'étais vraiment. D'ailleurs, on me disait pour me calmer, je te foutais devant le crépi de la maison de ton grand-père encore. C'est comme tu te tapais la tête sur tout quand c'était sur le crépi, ça te calmait. Waouh. Ah ouais. Cette réponse est totalement inattendue par rapport à la question. Et en fait, qu'est-ce que je fais? En fait, je prends le temps. Je prends le temps de. En fait, je conscientise tout. C'est-à-dire que quand je sens que j'ai besoin de me poser, je me dis, t'as besoin de te poser, pose-toi. Quand je sens que j'ai envie de faire du sport, je vais en faire et j'apprécie le moment. Je le vis. Tu vois, c'est comme la conscientisation, c'est un exercice puissant. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, conscientiser ta nourriture. Quand tu manges, pas manger pour manger. Faut être conscient de ce que tu manges, que t'as plus de saveur et des bienfaits que ça t'apporte, etc. Et du coup, en gros, j'ai travaillé à être constamment en plein état de conscience. Tu vois. Et quand je fais un truc, je suis à fond dedans. Et d'ailleurs, ça m'arrive parfois, je suis en train de faire quelque chose, tu me parles, mais je ne t'entends pas. Ouais. Tu vois, vraiment. Et du coup, je m'écoute beaucoup à ce niveau-là. Et quand je fais un truc, je le fais à fond. Si je fais du sport, je range le téléphone. Si je te parle, je suis à fond avec toi. Et je suis très jusqu'au boutiste. Tu vois, je suis vraiment les trucs à fond. Jusqu'au bout. Jusqu'au boutiste. Ah ouais. Jusqu'au boutiste. Et du coup, par exemple, tu vois, je sais que j'ai un petit rituel qui est j'aime bien prendre le temps en fin de journée si je suis chez moi de cuisiner. Tu vois. Et si je vois que ça me met dans un état particulier, le fait que ça n'arrive pas, eh ben, j'arrête ce que je suis en train de faire et je vais cuisiner. Et tu vois, même si il n'y a pas d'obligation à envoyer mon mail là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que ça va changer qu'ils partent à 19h30 ou à 20h30 ou demain à 8h du mat. Tu vois. Donc, en fait, je fais tous ces petits trucs-là, je conscientise de tous mes émotions, ce que j'ai envie de faire pour créer justement cet équilibre dont tu parlais dans ta question. Ouais. Et donc, ouais, ma réponse, c'est je prends le temps tu vois. Il y a pas très longtemps, on en revient à ce fait de société, d'actualité qui a été un cataclysme positif. Bref 2, là, tu vois, qui m'a beaucoup touché. Je vais citer Ken Kojandi qui cite Michel Denisot sur Quotidien. Attention, il est complètement taré. Il dit à un moment, parce qu'en fait, on pense tout le temps à la suite. Tu vois, aujourd'hui, je trouve qu'on pense tout le temps, tu vas faire quoi après? Tu vas faire quoi après? C'est quoi tes prochains projets? Ok, t'as fait ça et maintenant vous allez faire quoi? Et nanana. Et t'es déjà en train de penser au après alors que tu profites même pas du maintenant, tu vois. Et en fait, Yann Barthès pose cette question à Ken Kojandi. Il lui dit, ah, c'est pour quand Bref 3? Et il y a un film, et il y aura une série, et il y aura un machin. Et lui, tu vois qu'il est un peu oppressé par la question. Il est là, mais attendez, on va déjà essayer de profiter de ce qui se passe là. Et du coup, Ken Kojandi, il dit, je vais vous citer Michel Denisot qui m'a dit, dépêche-toi, mais te presse pas. Tu vois? Et ben, cette phrase, c'est, il a verbalisé quelque chose que moi je m'applique aujourd'hui sans même m'en rendre compte. C'est-à-dire que je fais plein de choses, je me dépêche, mais je me presse pas. Ouais, carrément. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 1000 fois. Ouais. Et je sais qu'il faut que je fasse plein de trucs parce que alors, j'insiste très souvent en coaching sur la nuance entre le j'aime, j'ai envie et il faut. Je me suis engagé auprès d'un prospect ou un client à revenir vers lui, il faut que je lui réponde. Ah oui, ouais. Tu vois? J'ai envie de faire ça. Par exemple, prendre mon temps ou faire ce truc-là, toi, c'est pas pareil. Donc, j'essaie toujours de faire la différence entre les deux. Je m'écoute, je prends mon temps et j'adapte. Donc, tu vois, s'il faut que je réponde vite, je me dépêche, mais je me presse pas. C'est ça. Donc, écoute de soi, conscience de soi et prendre le temps. Yes. C'est pas facile tous les jours de l'appliquer, mais c'est pas impossible. Et le fait de prendre le temps, je pose cette question parce que je me dis que peut-être que les gens qui nous écouteront se la posent peut-être.
Quand tu as beaucoup de choses à faire dans une journée, tu sais, il y a il y a pas mal de personnes débordées par les to-do, etc., etc., et que ce soit dans le pro comme dans le perso d'ailleurs, hein, l'équilibre vie pro, vie perso, je pense que c'est vraiment la problématique numéro 1 que je rencontre en coaching souvent. Tu m'étonnes. C'est un point de départ. Quand tu prends le temps pour faire les choses, comment tu fais justement pour réussir à tout faire et à prendre le temps à la fois, tu vois? Comment est-ce que tu arrives à finalement garder ton équilibre sans te laisser dépasser? L'oreille interne. Une blague de merde par rapport à l'équilibre. Écoute, parfois je suis dépassé. Ok. Fuck. C'est ok. Ouais, enfin, c'est ok. Ouais, genre, allez, je vais pas me faire un ulcère pour ça, tu vois. Donc, ça m'arrive, j'ai vraiment dit le fuck là, parce que ça m'arrive souvent de le dire, tu vois. Je vais ouais, vas-y, fuck, ça me saoule ce truc-là. Faut être honnête, d'accord. Si il y a une seule personne, j'aime pas ces gens qui vont te dire ouais, alors j'ai une technique pour organiser mon quotidien et tout réussir parfaitement et tout machin. Il y en a qui y arrivent, mais tu peux pas faire ça tous les jours, c'est pas possible. Tu peux jamais être pleinement détendu, tu vois. En revanche, quand j'y arrive, comment je fais? Ben, je pense que j'ai développé aujourd'hui une espèce d'automatisme d'un truc que j'enseigne en coaching, c'est le basique de la matrice d'Eisenhower, Ouais. le rapport entre l'urgent et l'important, tu vois. Je pense qu'à force de le pratiquer et de me connaître, je sais quoi mettre dans quelle case. Naturellement, ça va très vite. Attends, est-ce que c'est vraiment important, ça? Ouais, il y a du tri, il y a directement de la conscience de la tâche et comment est-ce que tu vois, c'est la conscience, tu vois, c'est exactement ce truc. Et je m'en sors pas trop mal. Après qu'on se le dise, être entrepreneur, c'est être submergé. Pas forcément. Non. Au début, oui. Après, c'est des choix. Encore une fois, ça pourrait être fascinant. Ça pourrait être tout un épisode de podcast sur les sœurs Wachowski. Ce sont des femmes maintenant et qui étaient des hommes avant. Donc, anciennement les frères Wachowski, qui ont créé tout l'univers de la matrice autour de la notion de choix. Tu vois. Le monde aussi, nos vies, elle est rythmée par nos choix. Tu vois. Exactement. Donc, aujourd'hui, je choisis qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, et je choisis si je veux me laisser déborder. Il y a des fois, tu vois, je suis là en mode, allez, je me sens prêt à être sous l'eau, là. Tu vois. En fait, c'est vraiment une question de choix, et je pense que c'est vraiment un message très, très, très important pour aujourd'hui. C'est que tu choisis de te laisser déborder. Tu choisis. Et oui. Vraiment. En fait, les gens croient qu'ils subissent ça. Ça peut être vécu de la sorte. Mais en réalité, tu le choisis. Totalement lié. Et je pense que c'est très puissant, ça. De prendre conscience de ça. Et là, il te manque la petite pilule rouge, la pilule bleue. Et tu vois, c'est vraiment, c'est le choix qui va définir la suite. Mais non, mais c'est vrai. Totalement d'accord. Tu vois, et souvent, c'est ça qui se repasse en coaching. On parlait de priorisation, finalement, c'est important, urgent, etc. C'est de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que parfois, t'es tellement en pilotage automatique à courir derrière quelque chose qui n'a plus de sens pour toi que tu te laisses déborder par quelque chose avec lequel tu n'es plus du tout aligné. Et en fait, quand tu es connecté à ce que tu veux réellement, à ton cœur, à ta tête, etc., etc. Moi, je dis souvent que la stratégie, en fait, elle est utile quand tu la mets au service de ton cœur et pas l'inverse. En fait, c'est ton cœur, ton moteur. C'est ça ton driver. Et le cerveau. T'as fait un très bon parallèle avec la vente, hein. C'est qu'un outil qui va permettre de mettre ça en application et de le déployer. Tu vois, quand je te disais un peu plus tôt, c'est important d'avoir conscience de la différence entre il faut que je fasse ça et j'ai envie de faire ça. Exactement. Encore une fois, c'est une question de choix. Choisis si tu te forces ou choisis si tu as envie de le faire. Donc ouais, je te rejoins totalement. Et parfois, pour réaliser ce dont on a envie, ça demande de s'imposer des contraintes. Bah oui, mais c'est vrai. Tu vois. Et d'accepter. Est-ce que t'es aligné avec ça ou pas? C'est important. Bah ouais, complètement. Et en fait, quand je le suis pas, j'en parle à d'autres ou je demande de l'aide. Ouais. Tu vois, quand je suis perdu avec une pensée avec laquelle j'arrive pas à m'aligner, quand je suis pas en détresse, mais tu vois, quand j'ai pas la solution, quand je sais pas comment aborder ce truc-là et tout,
on en revient à l'importance de l'entourage. Avoir la possibilité et l'opportunité d'en parler à quelqu'un, c'est hyper puissant. Et je sais pas quoi faire de cette émotion-là. Je sais pas, je suis perdu, j'ai besoin d'aide. C'est tellement aujourd'hui, je trouve, important de savoir demander de l'aide. C'est pas une honte, tu vois. Moi, je pense qu'au contraire, c'est même très courageux. Totalement. Ah ben, la notion de vulnérabilité, c'est un outil aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose qui devrait être enseigné, je pense. Carrément. On croit qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui croient que demander de l'aide, et ça peut être une preuve de faiblesse, et que ça peut être mal vu, ou alors qu'on va... Enfin ouais, c'est cette vulnérabilité dont tu parles. Mais en fait, finalement, aussi demander de l'aide, c'est aussi se reconnaître ses limites, et aussi vouloir grandir dans un sens, et vouloir se réouvrir à quelque chose de plus grand que nous. Parce que finalement, quand tu demandes de l'aide, tu t'ouvres au monde de quelqu'un d'autre, tu laisses quelqu'un te pénétrer, entre guillemets, ou venir dans ta bulle. Voilà, c'est exactement ça que je pensais, ouais. Et ça, c'est un beau cadeau. Ça rejoint aussi ce que disait ton ami à un moment donné. Et j'ai dit, c'est chiant d'être ton ami. Non, mais je t'écoute parler et toutes ces images me reviennent en même temps. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ça que tu as réussi à faire aujourd'hui. Finalement, je pense aussi ce que t'as dit, ton ami, et qui était génial. Il a créé la bulle de vulnérabilité à ce moment-là. Tu vois? J'étais... T'as autorisé. Ah si, je t'en fort, tout va bien, je vais t'écouter. Moi, je vais bien. T'inquiète, parlons de toi, moi, je vais bien. Non, je vais pas bien, en fait. C'est ça. Donc, j'accepte. Mais c'est génial, tous les chemins que t'as parcourus. En tout cas, c'est trop cool. En tout cas, vraiment, tous ces sujets. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est méga fluide. Comme à chaque fois. Tu vois, j'avais préparé des questions, comme d'hab. Eh oui, mais c'était sûr, on sait très bien. Et allez, j'ai deux questions quand même encore. C'est quoi le plus grand challenge que tu rencontres aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? D'accepter les règles du jeu. C'est-à-dire? Euh, Les règles du jeu que tu t'imposes ou celles que Non, tu peux imposer? ouais, attention, j'annonce réponse de boomer. Ça me manque l'époque où on n'avait pas de téléphone et on se regardait, on s'écoutait, on se parlait, ou soit les gens lisaient le journal, ou, enfin je sais, on faisait des choses, tu vois. Aujourd'hui, on regarde les autres faire des choses. Et du coup, quand je dis aujourd'hui le plus gros challenge pour moi, c'est d'accepter les règles du jeu. Sur les réseaux pro ou sociaux, aujourd'hui, on accorde plus d'importance. Tu vois, regarde, il y a une phrase d'une chanson de L'Homme Pâle qui caractérise ce que je vais dire. Dans une de ses chansons, il dit « Aujourd'hui, la misère, ça impressionne moins qu'un salto. » Je laisse le temps aux gens d'absorber cette phrase, ok ? Quelqu'un qui te demande, qui est en train de crever sur un trottoir, sera moins impressionnant que sur l'autre trottoir, un mec qui fait un salto arrière, tu vois ? En fait, aujourd'hui, je trouve, en tout cas, que il y a trop tout passe par l'image, l'apparence. On se concentre plus sur une photo sur LinkedIn que sur le message dans le post, sur le fond, etc. Donc, mon plus gros challenge aujourd'hui, c'est d'accepter qu'il y a des codes aujourd'hui qui font que certaines choses marchent mieux que d'autres et qu'il y a un jeu à jouer sans se travestir. Faut pas non plus être à contre-courant. Tu vois, notre ami commun Mathieu Bernard l'a très bien dit un jour dans un post, parce que Mathieu est très fort dans la rédaction. C'est pas pour rien qu'il fait ce job-là. Il avait très justement et très finement un jour dans un post dit, en fait, attention au syndrome du donneur de leçons et de l'expert. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, on veut un expert qui parle, mais pas un donneur de leçons. Tu vois. Donc en fait, aujourd'hui, faut faire attention à tout, sans vraiment faire attention. C'est-à-dire qu'on va accorder plus d'importance, je trouve, à une personne qui va mettre un selfie d'il ou elle sur LinkedIn pour mettre en avant son post, plutôt que le contenu vraiment pur de ce qu'il veut partager, tu vois. Mon plus gros challenge pour répondre à ta question, c'est d'accepter ça. Ouais, ok. Voilà. Ouais, de vraiment jouer avec l'air du temps, avec ce qui se fait aujourd'hui, ce qui fonctionne, et de pouvoir t'adapter à ça. C'est ça. Sans te compromettre pour autant, mais qui n'est pas quelque chose qui t'aurait plu au premier abord par rapport à ce qu'il pouvait faire. Fabrice Eboué le dit super bien dans une interview. Il y a quelques années, il dit il est jeune papa
Et on nous pose la question de savoir s'il est inquiet pour la suite de l'éducation et l'apprentissage de son enfant. Et il explique qu'aujourd'hui, quand tu vois que des personnes qui montent leur cul ou leur corps sur Instagram, ils gagnent 5 à 10 fois plus que quelqu'un qui sauve des vies, ça le fait s'interroger sur la suite de l'avenir pour sa fille, etc. Et en fait, cette phrase là, quand il répond, elle fait tellement écho en moi. Je suis là en mode, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et après derrière, il enchaîne en disant, pour autant, ça va être à moi de faire le travail, de l'accompagner. Il faut que j'accepte le monde dans lequel on vit. Faut pas que je sois en rébellion contre ça, etc. Donc voilà, ma réponse à ta question, c'est mon plus gros challenge, c'est d'être dans cette acceptation de tout ça. Ouais, je comprends. Et je suis sûre que beaucoup de personnes vont se reconnaître. Ouais, bah oui. Bah oui. Aussi. Ouais, carrément. Et dernière question. Pour... Oula. Oh. Sachant que tu étais très fort pour les questions, j'ose même pas imaginer ce que va être la dernière. Oh là là. C'est un petit clin d'œil. Je sais même pas si on l'a vu, j'ai fait ça. C'est quand la dernière fois? Oh yes, ok. Tu as fait trop fort pour la première fois. Ok. Je donnerai pas aux gens l'explication de pourquoi on réagit comme ça à cette question. Mais ils ont compris qu'il y avait la clé. Oui. Waouh. Attends, je me la pose souvent cette question. Je la pose tellement souvent que je me la pose pas à moi-même. Alors. Eh ben, la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, c'était le 3 mars de cette année. Donc il y a un peu plus d'un mois. Ouais. J'ai couru avec notre ami Mathieu Bernard, que tu vas recevoir ici même, un trail de 42 km. Moi qui me suis mis à la course à pied, j'étais un habitué des salles de muscu et j'en avais marre d'être enfermé. Je me suis dit, je vais aller un peu plus dans la nature. Très peu de préparation, en mode full challenge. Allez, je vais faire un truc comme ça. J'avais jamais couru plus de 20 bornes de ma vie. Et ben, c'est ça ma réponse. J'ai couru pas sur du plat pour la première fois, plus de 40 km il y a un mois. Trop bien. Voilà. Bravo. Merci. Ah, c'est le premier truc qui me vient. Il y a peut-être autre chose entre temps, mais ouais, j'aime tellement cette question que tu m'as piégé là. Ah. Bien joué. Trop bien. C'est pour ça que je l'ai posé en Ouais, franchement, trop bien. J'adore. C'est super tourné. Bah, merci. Quel hôte de podcast. Hello. Salut. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cet Merci épisode. à toi, Bidivine. On peut te suivre sur LinkedIn, Ouais. Instagram, pas trop. Bah, en fait, je vais le dire pour la première fois dans ce podcast. Tu pourras répondre du coup à d'autres questions sur ta repose. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, exactement. Mais bah écoute, déjà LinkedIn à fond. Ouais. Sur mon site internet aussi maintenant, il y a philippegillautin.com. Voilà, il y a plein d'infos, il y a plein de choses, il y a du contenu que je partage et tout. Et ouais, je vais me mettre sur Insta, mais je vais surtout aussi me mettre à André sur YouTube. Ok. Voilà. Mais pour l'instant, message full est LinkedIn. Ouais, c'est gentil de pouvoir le passer. Pour suivre Philippe, en tout cas, merci infiniment pour ce moment. Et puis, il y aura peut-être une V2. Eh ben, je l'accepterai avec plaisir. Voilà. Et le stéthoscope te va très bien. Je pense que c'est important de le préciser.